Après la mort de sa femme, un homme se trouve incapable d'atteindre son fils plongé dans le silence. Ils vivent côte à côte, mais séparés par une douleur qu'ils ne peuvent partager. Jusqu'à ce qu'une fillette inconnue surgisse avec une proposition improbable. « Si je fais rire votre fils, vous me donnez un goûter ?» Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Dans les ruelles étroites de Montmartre, où les touristes affluent, pour admirer la vue imprenable sur Paris, et les artistes peignent des toiles colorées pour les passants, vivait une petite fille de 8 ans nommée Élodie Moreau. Contrairement aux enfants de son âge qui passaient leur journée à jouer dans les parcs ou à étudier dans les écoles prestigieuses de la capitale, Élodie parcourait les rues pavées de la butte Montmartre, un panier en osier rempli de petites pâtisseries faites maison qu'elle tentait de vendre aux touristes et aux habitants du quartier. Le petit appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère Camille, situé dans un immeuble délabré à l'écart des zones touristiques, n'était guère plus grand qu'une chambre de bonne. Les murs s'écaillaient, les tuyaux gémissaient à chaque goutte d'eau, et l'hiver, le froid s'infiltrait par les fenêtres mal isolées. Mais c'était leur refuge, le seul toit qu'elles avaient pu conserver après les nombreux revers de fortune qui avaient marqué leur vie. Camille Moreau, autrefois une couturière réputée pour son travail délicat dans une maison de haute couture parisienne, était désormais clouée au lit la plupart du temps, ses doigts, autrefois agiles, déformés par l'arthrite. C'était donc Élodie, avec sa détermination d'adulte dans un corps d'enfant, qui avait pris sur ses frêles épaules la responsabilité de subvenir à leurs besoins. « Grand-mère, j'ai fait des madeleines aujourd'hui », annonça Élodie ce matin-là, en disposant soigneusement les petits gâteaux dorés dans son panier. « Madame Lefebvre m'a donné des citrons de son jardin, alors j'ai pu suivre ta recette exactement comme tu me l'as apprise. » Camille observa sa petite fille avec un mélange de fierté et de chagrin. « Ma chérie, tu ne devrais pas avoir à faire tout cela. Une enfant devrait être à l'école, apprendre, jouer. »« Je vais bien, grand-mère, » répondit Élodie avec un sourire qui cachait la fatigue de ses nuits passées à cuisiner. « Et regarde, j'ai aussi pris ton livre pour lire pendant que j'attends les clients. » Ce livre, un recueil de contes que Camille lui lisait autrefois avant de dormir, était devenu le compagnon fidèle d'Élodie lors de ses longues journées dans les rues. Il lui permettait de s'évader, d'imaginer des mondes meilleurs où les petites filles n'avaient pas à se soucier de l'argent et où les grands-mères ne souffraient pas. Ce jour-là, alors que l'automne parisien parait Montmartre de teintes dorées, Élodie installa son petit commerce improvisé, près de la place du Tertre, là où les artistes attiraient le plus de monde. Même si beaucoup passaient sans lui accorder un regard, ignorant cet enfant aux vêtements usés et au regard trop sérieux pour son âge, elle restait patiente, offrant son plus beau sourire à quiconque daignait s'arrêter. « Des madeleines maison, monsieur ? Elles sont encore tièdes, » proposa-t-elle à un homme pressé qui secoua la tête sans même ralentir. Les heures passèrent, et son panier se vidait lentement. Trop lentement. Avec l'argent récolté, elle pourrait peut-être acheter du pain et du lait, mais certainement pas les médicaments dont Camille avait besoin. Élodie poussa un soupir, se forçant à garder espoir. Il restait encore quelques heures avant la tombée de la nuit. C'est alors qu'elle remarqua un homme élégant qui se déplaçait rapidement parmi la foule. Il portait un costume impeccable qui contrastait avec l'agitation visible sur son visage. Quelque chose dans sa manière de regarder constamment par-dessus son épaule attira l'attention d'Élodie. Elle avait développé, au fil de ses journées, dans les rues, une capacité à lire les expressions et à sentir le danger. L'homme s'arrêta un instant, semblant chercher une direction à prendre. Son regard balaya la place avant de se poser sur une voiture noire aux vitres teintées qui avançait lentement dans la rue adjacente. Sa posture se raidit immédiatement. Élodie suivit son regard et aperçut 2 hommes à l'allure menaçante qui descendirent du véhicule. Ils ne ressemblaient pas aux policiers ni aux agents de sécurité qu'elle avait l'habitude de voir dans le quartier. Il y avait quelque chose de froid dans leur démarche, de calculé dans leur façon de scanner la foule. Sans réfléchir, guidée par un instinct qu'elle ne comprenait pas elle-même, Élodie se leva et s'approcha de l'homme en costume. « Monsieur, » dit-elle d'une voix claire, « voulez-vous goûter mes madeleines? Elles sont les meilleures de Montmartre. » L'homme baissa les yeux vers elle, visiblement surpris par cette interruption. Il s'apprêtait à refuser quand Élodie ajouta dans un murmure « Vous semblez avoir besoin d'aide. Ces hommes vous cherchent, n'est-ce pas ?» Le regard de l'homme s'écarquilla. « Comment sais-tu ?»« Je vois beaucoup de choses ici, »
répondit simplement Élodie. Venez avec moi. Je connais des passages que personne d'autre ne connaît. L'hésitation fut brève dans les yeux de l'homme. Les deux individus se rapprochaient, et il n'avait visiblement pas d'autre option. Il hocha la tête. « Je m'appelle Henri Leroy, dit-il rapidement. Élodie Moreau, répondit-elle en ramassant son panier d'une main et en prenant celle d'Henri de l'autre. Suivez-moi et ayez l'air normal, comme si vous étiez mon oncle qui m'emmène à la maison. Avec une assurance étonnante pour son âge, Élodie guida Henri à travers la foule, s'éloignant de la place du Tertre pour s'enfoncer dans le dédale de ruelles qui formait le cœur historique de Montmartre. Elle connaissait chaque recoin, chaque passage, chaque raccourci de ce quartier qui était son terrain de jeu et de travail. « Par ici » murmura-t-elle, en l'entraînant dans une ruelle si étroite qu'on pouvait presque toucher les deux murs en pensantesats, écartant les bras. C'est un ancien passage que les touristes ne connaissent pas. Henri la suivait en silence, impressionné par l'aisance avec laquelle cet enfant se déplaçait dans ce labyrinthe urbain. Ils prirent plusieurs détours, passèrent sous des arches cachées, traversèrent des cours intérieures où le linge séchait entre les immeubles, et finalement, après une dizaine de minutes qui semblèrent une éternité à Henri, ils arrivèrent devant un petit immeuble à la façade défraîchie. « C'est ici que j'habite avec ma grand-mère », expliqua Élodie. « Ce n'est pas très grand, et ce n'est pas très beau, mais personne ne viendra vous chercher ici. » Elle le conduisit à l'intérieur, montant 4 étages par un escalier étroit dont les marches grinçaient sous leurs pas. Arrivée devant une porte en bois usé, elle sortit une clé attachée à un cordon autour de son cou et ouvrit. « Grand-mère, je suis rentrée, » annonça-t-elle, « et j'ai amené quelqu'un qui a besoin d'aide. » Camille Moreau, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, un châle sur les épaules malgré la douceur de la journée, tourna un visage surpris vers la porte. Ses yeux, encore vifs malgré les années, passèrent de sa petite fille à l'étranger élégant qui se tenait sur le seuil. « Élodie, » dit-elle avec une pointe d'inquiétude, « qu'est-ce que cela signifie ?» Henri s'avança, ôtant son chapeau, par respect. « Madame, je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. Votre petite fille m'a offert refuge dans une situation difficile. Je m'appelle Henri Leroy, et je vous assure que je ne représente aucun danger pour vous ou pour elle. » Camille observa l'homme avec attention. Son allure, sa façon de parler, son costume taillé sur mesure, tout indiquait qu'il appartenait à un monde bien différent du leur. Pourtant, il y avait dans ses yeux une vulnérabilité, une peur, réelle qui la fit hocher la tête. « Asseyez-vous, monsieur le roi, dit-elle finalement. Élodie a toujours eu un instinct remarquable pour juger les gens. Si elle vous a amené ici, c'est qu'elle a une bonne raison. » Henri prit place sur la seule chaise disponible, tandis qu'Élodie posait son panier sur la petite table et commençait à préparer du thé sur le réchaud dans le coin qui servait de cuisine. « Ces hommes qui vous suivaient, dit-elle en versant l'eau chaude dans la théière ébréchée, qui sont-ils » Henri hésita, regardant tour à tour l'enfant et sa grand-mère. Il semblait peser le pour et le contre de ce qu'il pouvait révéler. « Des personnes qui veulent m'utiliser pour obtenir de l'argent, » répondit-il finalement. « Je dirige une entreprise importante, et certains pensent que ma disparition temporaire pourrait leur rapporter une fortune. »« Un enlèvement, » murmura Camille, serrant son châle plus étroitement autour d'elle. Henri acquiesça gravement. « Je ne voulais pas vous impliquer dans mes problèmes. Dès que je serai certain que la voie est libre, je partirai et vous ne me reverrez plus. »« Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, » déclara Élodie en lui tendant une tasse de thé. « Notre maison est petite, mais elle est sûre. Personne ne pense à chercher quoi que ce soit de valeur ici. » Cette remarque prononcée, avec la franchise désarmante de l'enfance, fit sourire Henri malgré la gravité de sa situation. Il observa cette petite fille extraordinaire qui, au lieu de jouer avec des poupées comme les autres enfants de son âge, vendait des pâtisseries dans les rues et offrait refuge à des étrangers en danger. « Merci, Élodie, dit-il doucement. Tu es une petite fille très courageuse. » Elle haussa les épaules, comme si son geste n'avait rien d'exceptionnel. « Je fais ce que je peux pour aider. C'est ce que grand-mère m'a toujours appris. » Henri but une gorgée de thé, sentant une étrange émotion l'envahir. Dans ce petit appartement délabré au cœur de Montmartre, il venait de trouver une humanité qu'il croyait perdue depuis longtemps. Et tandis que la nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans un manteau d'obscurité, une lueur d'espoir s'allumait dans son cœur meurtri. La nuit avançait lentement sur Paris. Dans le petit appartement des Moreau, les ombres s'allongeaient sur les murs écaillés, tandis qu'Élodie préparait un repas modeste,
avec ce qui restait dans leur garde-manger. Quelques pommes de terre, un oignon, un reste de fromage et 2 œufs qu'elle avait gardés précieusement pour un jour, comme celui-ci. Henri Leroy, assis, près de la fenêtre, observait la rue en contrebas avec une attention soutenue. De temps à autre, il vérifiait son téléphone mais semblait réticent à l'utiliser. « Vous devriez manger quelque chose », proposa Élodie en posant devant lui une assiette de pommes de terre sautées aux oignons, couronnées d'un œuf. « Ce n'est pas comme dans les grands restaurants, mais c'est bon quand même. » Henri sourit, touché par cette hospitalité inattendue. « Merci, Élodie, ça sent délicieux. » Ils dînèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Camille s'était assoupie dans son fauteuil, épuisée par les émotions de la journée. La respiration régulière de la vieille dame était le seul bruit qui troublait le calme de l'appartement. « Pourquoi n'appelez-vous pas quelqu'un pour vous aider ?» demanda finalement Élodie à voix basse, désignant le téléphone qu'Henri n'avait cessé de surveiller. Le visage de l'homme s'assombrit. « Je ne sais plus à qui faire. Confiance. Les hommes qui me poursuivaient, ils travaillaient pour moi, ou du moins c'est ce que je croyais. Vous avez peur de ceux qui sont censés vous protéger, » murmura Élodie, montrant une compréhension bien au-delà de son âge. Henri hocha la tête, surpris par la perspicacité de l'enfant. « Comment une petite fille comme toi peut-elle comprendre ?»« Des choses aussi complexes. » Élodie haussa les épaules. « Quand on vit comme nous, on apprend vite à qui on peut faire confiance. Mon oncle Pascal, par exemple. Il est le frère de ma mère, mais je ne lui fais pas confiance. Il vient parfois demander de l'argent à grand-mère, et quand elle dit qu'elle n'en a pas, il se met en colère et casse des choses. » La mention de cet oncle violent fit froncer les sourcils à Henri. « Et où sont tes parents, Élodie ?» Le visage de la petite fille se ferma légèrement. « Ils sont partis. Maman est tombée très malade quand j'avais 5 ans. Et papa, il n'a pas supporté de rester après ça. Il est parti en Amérique, je crois. Il envoie une carte pour mon anniversaire, parfois. Une enfant abandonnée, pensa Henri avec un serrement de cœur. Comme Juliette l'aurait été si... Et vous ? Demanda Élodie, interrompant le fil de ses pensées. Vous avez une famille qui s'inquiète pour vous ? Henri regarda par la fenêtre, vers les lumières de Paris qui commençaient à scintiller. Dans la nuit tombante, j'avais une famille. Ma femme Sophie et ma fille Juliette. Elles étaient tout pour moi. Elles sont parties aussi ? Demanda Élodie avec la franchise directe de l'enfance. Oui, répondit Henri, la voix serrée. Il y a 3 ans, un accident de voiture sur l'autoroute en rentrant de vacances en Provence. Il ne précisa pas que c'était lui qui conduisait, ce jour-là. Que la fatigue l'avait fait dévier de sa trajectoire pendant une fraction de seconde, que le camion qui arrivait en face n'avait pas pu l'éviter, que les médecins lui avaient dit qu'il était miraculeux qu'il ait survécu. Un miracle qu'il considérait comme une malédiction chaque jour depuis. « Je suis désolé », dit simplement Élodie, posant sa petite main sur celle d'Henri. « Ça fait mal quand les gens qu'on aime ne sont plus là. » Ce geste simple, cette compassion, pure, toucha Henri plus qu'aucune des condoléances formelles qu'il avait reçues après le drame. Une larme qu'il n'avait pas sentie monter glissa sur sa joue. « Oui, » murmura-t-il, « ça fait mal. » Ils restèrent ainsi un moment, unis dans une compréhension silencieuse de la perte et de la solitude. Puis Élodie se leva pour débarrasser « Les assiettes. Vous pouvez dormir sur le canapé », dit-elle en désignant le vieux sofa usé qui occupait un coin de la pièce. « Je vais vous chercher un oreiller et une couverture. » Pendant qu'elle s'affairait, Henri s'approcha de la petite étagère qui contenait les rares objets personnels de la famille. Quelques livres aux pages jaunies, un cadre photo montrant une femme souriante qui devait être la mère d'Élodie, tenant dans ses bras une version plus jeune de la petite fille. Et posé sur un apron brodé, un coffret en bois sculpté qui semblait être l'objet le plus précieux de la maison. C'était la boîte à bijoux de maman, expliqua Élodie, qui avait remarqué son intérêt. Il ne reste qu'une bague à l'intérieur. Grand-mère a dû vendre le reste pour payer les médicaments et le loyer. Henri se détourna, gêné d'avoir inspecté ses reliques intimes. Il s'installa sur le canapé, acceptant avec gratitude l'oreiller et la couverture qu'Élodie lui tendait. « Bonne nuit, monsieur le roi », dit-elle en se dirigeant vers un matelas posé à même le sol près du lit de sa grand-mère. « Bonne nuit, Élodie », répondit-il, « et merci encore. » Les heures passèrent, mais le sommeil ne venait pas. Henri écoutait les bruits de la nuit parisienne qui filtraient à travers la fenêtre mal isolée. Le ronronnement distant des voitures, le rire occasionnel d'un noctambule, le miaulement d'un chat errant. Et plus près,
la respiration paisible d'Élodie et de sa grand-mère. Vers minuit, son téléphone vibra silencieusement. Un message de Philippe, son chef de sécurité, en qui il avait encore confiance. Situation sous contrôle. Pouvait rentrer demain matin. Envoyer localisation. Henri hésita. Devait-il partir maintenant, au milieu de la nuit, sans même dire au revoir à cette petite fille qui lui avait peut-être sauvé la vie? Ou attendre le matin et risquer de mettre en danger ses bienfaitrices si les hommes qui le poursuivaient faisaient toujours à sa recherche? Il décida d'attendre l'aube. Il répondit brièvement à Philippe, promettant de le contacter au lever du jour. Alors qu'il reposait son téléphone, il remarqua qu'Élodie s'était réveillée et l'observait. Dans la semi-obscurité. « Vous allez partir, dit-elle. » Ce n'était pas une question. « Demain matin, confirma Henri. C'est plus sûr pour tout le monde. » Élodie hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Les gens comme vous ne restent jamais longtemps dans des endroits comme celui-ci. » Cette remarque, prononcée sans amertume mais avec une résignation qui semblait trop lourde pour une enfant de 8 ans, frappa Henri en plein cœur. « Élodie, dit-il en se redressant, je ne pars pas parce que je le veux, mais parce que je dois mettre de l'ordre dans cette situation. Ces hommes qui me cherchaient, ils pourraient revenir et je ne veux pas vous mettre en danger, ta grand-mère et toi. »« Je comprends, » répondit-elle simplement. « On a l'habitude d'être seul, de toute façon. » Elle se retourna sur son matelas, lui tournant le dos. Henri resta assis, troublé par la maturité douloureuse de cet enfant qui avait appris trop tôt que les gens partent et ne reviennent pas toujours. « Je reviendrai, » promit-il soudain, surpris par ses propres paroles. « Ça, je te le promets, Élodie. Je reviendrai pour vous remercier correctement, ta grand-mère et toi. » Elle se retourna légèrement, son profil se détachant dans la faible lumière qui filtrait de la rue. « Vraiment ? » ?»« Vraiment, » affirma Henri avec une conviction qui l'étonna lui-même. « Tu as ma parole. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Élodie avant qu'elle ne se rendorme. Henri resta éveillé encore longtemps, réfléchissant à cette promesse impromptue. Pourquoi avait-il ressenti le besoin de la faire? Qu'est-ce qui l'avait poussé à s'engager ainsi auprès de cet enfant qu'il connaissait à peine? Peut-être était-ce la façon dont elle l'avait aidé sans rien demander en retour, ou la dignité avec laquelle elle affrontait une vie qui lui avait tout pris. Ou peut-être, pensa-t-il alors que le sommeil le gagnait enfin, était-ce parce qu'elle lui rappelait la petite fille qu'il avait perdue, non pas par son apparence, mais par cette lumière intérieure que même les difficultés n'avaient pu éteindre. À l'aube, Henri fut réveillé par le bruit discret d'Élodie qui préparait le petit déjeuner. L'odeur du café envahissait l'appartement, et Camille, déjà levée, était assise près de la fenêtre, observant les premiers rayons du soleil qui caressaient les toits de Montmartre. « Bonjour, monsieur le roi, » dit la vieille dame. « J'espère que vous avez pu vous reposer malgré les circonstances. » Henri se leva, lissant du mieux qu'il pouvait son costume froissé. « Oui, madame Moreau, merci pour votre hospitalité. »« C'est plutôt moi qui devrais vous remercier, » répondit Camille. « Pour ne pas vous être emporté quand ma petite fille vous a entraîné dans notre modeste demeure. Beaucoup d'hommes dans votre position auraient été moins compréhensifs. » Élodie s'approcha, portant un plateau avec 3 tasses de café et quelques tartines. « J'ai utilisé le café spécial que madame Lefebvre nous a donné pour votre anniversaire, grand-mère. Je me suis dit que c'était une occasion. » Ils déjeunèrent, ensemble, parlant peu mais partageant un moment de calme qui semblait presque irréel après les événements de la veille. Henri observait Élodie qui, malgré sa jeunesse, servait sa grand-mère avec des gestes attentionnés, vérifiant que son café n'était pas trop chaud, que sa tartine était suffisamment beurrée. Une enfant qui avait dû grandir trop vite, se pensa-t-il avec un mélange d'admiration et de tristesse. Lorsque le moment de partir arriva, Henri se sentit étrangement réticent. Il avait envoyé sa localisation à Philippe, qui devait l'attendre au coin de la rue. Sa vie normale, faite de réunions d'affaires et de décisions importantes, l'attendait. Et pourtant, il hésitait. « Élodie, » dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur, « je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi hier. Tu m'as peut-être sauvé la vie. » La petite fille haussa les épaules, embarrassée par cette reconnaissance. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, » dit fermement Henri. « Peu de gens auraient risqué leur sécurité pour aider un inconnu. Ce que tu as fait était exceptionnel, et je veux te remercier. » Il sortit son portefeuille et en tira plusieurs billets qu'il tendit à Élodie. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais... » Élodie recula légèrement, ses yeux s'assombrissant. « Je ne vous ai pas aidé pour de l'argent, monsieur le roi. » Henri se figea,
comprenant soudain son erreur. Cet enfant qui avait si peu lui offrait une leçon d'honneur et de dignité. « Bien sûr, dit-il en rangeant les billets. « Pardonne-moi, Élodie, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il se redressa, regardant alternativement la petite fille et sa grand-mère. « Je voudrais vraiment vous aider, mais je comprends que l'argent n'est pas la bonne façon de le faire. Alors puis-je revenir vous voir? Peut-être pourrons-nous trouver ensemble comment je pourrais vous remercier convenablement. » Camille Moreau, qui avait observé la scène en silence, intervint doucement. « Monsieur le roi, vous n'avez aucune obligation envers nous. Ma petite fille a agi selon son cœur, et c'est tout ce qui compte. »« Je le sais, » répondit Henri, « mais j'aimerais vraiment revenir. Pas par obligation, mais parce que j'ai trouvé ici quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours. » Les yeux de Camille s'adoucirent, comme si elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. « Dans ce cas, notre porte vous sera toujours ouverte. Je reviendrai. »« Dans quelques jours, » m'a promis Henri en se dirigeant vers la porte. « Prenez soin de vous. » Sur le palier, il se retourna une dernière fois pour voir Élodie qui le regardait partir, son petit visage sérieux, empreint d'une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Était-ce de l'espoir, du doute, de la résignation? Il descendit les escaliers, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années, et pourtant lesté d'une nouvelle responsabilité qu'il ne comprenait pas encore totalement. Dans Tita, la rue, la voiture de Philippe l'attendait. En montant à l'arrière, Henri jeta un dernier regard vers l'immeuble des Moreau. À la fenêtre du 4e étage, la silhouette d'Élodie se détachait clairement. Elle leva la main en un geste d'adieu. Henri lui rendit son salut, répétant silencieusement la promesse qu'il avait faite. Il reviendrait. Cette rencontre improbable ne serait pas sans lendemain. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ d'Henri le roi. 3 jours durant lesquels Élodie avait repris sa routine habituelle. Préparer le petit déjeuner pour sa grand-mère, s'assurer qu'elle prenait ses médicaments, puis partir vendre ses pâtisseries dans les rues de Montmartre. Mais quelque chose avait changé. À chaque silhouette élégante aperçue au loin, son cœur s'accélérait légèrement. À chaque homme en costume qui s'approchait de son petit étal improvisé, elle redressait instinctivement la tête, cherchant le visage d'Henri. « Il ne reviendra pas », se répétait-elle, pour se prémunir contre la déception. Les gens comme lui font des promesses qu'ils oublient aussitôt. Et pourtant, malgré sa méfiance acquise à force de déception, une petite partie d'elle-même voulait croire qu'Henri était différent, qu'il tiendrait parole, que pour une fois quelqu'un se souviendrait d'elle. Ce jour-là, le temps était particulièrement maussade. Une pluie fine et persistante tombait sur Paris, transformant les rues pavées en miroirs luisants et décourageant les touristes. Élodie avait trouvé refuge sous l'auvent d'une boulangerie dont le propriétaire, M. Bertrand, avait pitié d'elle et la laissait s'abriter les jours de mauvais temps. « Pas beaucoup de clients aujourd'hui, hein, petite ?» lança-t-il en sortant pour fumer une cigarette. Élodie secoua la tête, contemplant son panier encore plein. « Non, monsieur, mais peut-être que ça s'arrangera quand la pluie cessera. » Le boulanger émit un grognement sceptique. « Ça ne va pas s'arrêter de sitôt d'après la météo. Tu ferais mieux de rentrer chez toi avant d'attraper un rhume. » L'idée de rentrer les mains vides, sans avoir gagné de quoi acheter les médicaments de sa grand-mère, était insupportable. « Je vais attendre encore un peu, merci, monsieur Bertrand. » L'homme haussa les épaules et retourna à son fournil, laissant Élodie seule avec ses pensées et ses inquiétudes. Le médecin avait été clair lors de sa dernière visite. Camille avait besoin d'un traitement plus efficace, plus coûteux. Sans cela, son état continuerait de se détériorer. Perdue dans ses réflexions, Élodie ne remarqua pas immédiatement la voiture noire qui s'était arrêtée de l'autre côté de la rue. Ce n'est que lorsqu'un homme en sortit, abrité sous un large parapluie, qu'elle leva les yeux. Son cœur fit un bond. Henri le roi traversait la rue, se dirigeant droit vers elle. « Élodie, » dit-il en arrivant à sa hauteur, un sourire illuminant son visage. « Je t'ai cherché dans tout Montmartre. » La petite fille resta sans voix un instant, peinant à croire qu'il était vraiment revenu. « Vous avez tenu votre promesse, » murmura-t-elle finalement. « Bien sûr, » répondit-il comme si l'idée de ne pas le faire était inconcevable. « Je t'avais dit que je reviendrais. » Il s'accroupit pour être à sa hauteur, l'abritant sous son parapluie. « Tu ne devrais pas être dehors par ce temps. Tu vas tomber malade. »« Je dois vendre mes madeleines, » expliqua-t-elle, désignant son panier presque intact. « Grand-mère a besoin de ses médicaments. » Une ombre passa sur le visage d'Henri. « Ta grand-mère va mal ?» Élodie hésita, peu habituée à partager ses problèmes. Depuis toujours, elle les gardait pour elle.
les résolvait seul, portait le poids des difficultés sans se plaindre. Mais il y avait quelque chose dans le regard d'Henri, une sincérité, une préoccupation véritable qui la poussa à parler. Elle a besoin d'un nouveau traitement. Le docteur Marchand dit que ça l'aiderait à moins souffrir, mais c'est très cher. J'économise, mais... Elle ne termina pas sa phrase, mais le tremblement de sa lèvre inférieure trahissait son inquiétude. Henri posa une main sur son épaule. « Élodie, je voudrais aider ta grand-mère. Pas comme une aumône, mais comme un remerciement pour ce que vous avez fait pour moi. Accepterais-tu de me laisser faire ça ?» La fierté d'Élodie luttait contre la nécessité. Elle savait que Camille avait besoin de ses médicaments et qu'elle-même ne pourrait jamais gagner assez d'argent à temps. « Ce n'est pas de la charité, » précisa Henri, devinant ses pensées. « C'est un échange équitable. Tu m'as aidé quand j'en avais besoin et maintenant c'est mon tour. » Finalement, Élodie hocha la tête. « D'accord, mais je veux travailler pour vous. Je peux faire le ménage, ou la cuisine, ou... » Henri sourit, touché par cette détermination farouche à préserver sa dignité. « Nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, rentrons voir ta grand-mère. Philippe nous attend dans la voiture. » Il désigna le véhicule où un homme au visage sérieux attendait au volant. Élodie hésita une seconde, puis ramassa son panier et suivit Henri. Cette fois, c'était lui qui la guidait. La voiture était la plus luxueuse qu'Élodie ait jamais vue. Les sièges en cuir souple, l'odeur de neuf, les vitres teintées qui isolaient du monde extérieur, tout lui semblait irréel. Elle s'assit timidement, tenant son panier de madeleine sur ses genoux comme un bouclier. « Bonjour, mademoiselle », la salua Philippe avec une politesse formelle. « Où dois-je vous conduire ?» Élodie donna l'adresse de son immeuble puis se tourna vers Henri. « Comment avez-vous su où me trouver ?»« J'ai commencé par la place du Tertre, où nous nous sommes rencontrés, » expliqua-t-il. « Puis j'ai demandé aux artistes et aux commerçants s'ils connaissaient une petite fille qui vendait des madeleines. Plusieurs personnes m'ont dirigé vers différents endroits où tu as l'habitude de t'installer. J'étais sur le point d'abandonner quand M. Bertrand m'a dit que tu t'abritais devant sa boulangerie. « Vous avez fait tout ça pour me trouver ?» demanda Élodie, incrédule. « Je tiens toujours mes promesses », répondit simplement Henri. Le trajet jusqu'à l'appartement des Moreau fut bref. En montant les escaliers étroits, Henri remarqua qu'Élodie ralentissait à mesure qu'ils approchèrent de son étage. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il inquiet. « C'est juste que... » Elle chercha ces mots. « Grand-mère n'aime pas que les gens voient de comment nous vivons. Elle dit que c'est humiliant. » Henri comprit immédiatement. La fierté était souvent le dernier rempart de ceux qui avaient tout perdu. « Je ferai attention à ne pas la mettre mal à l'aise, » promit-il. Lorsqu'Élodie ouvrit la porte, ils trouvèrent Camille en train de coudre à la main, réparant un vieux rideau. Elle leva les yeux, surprise de voir sa petite fille rentrer si tôt, et plus encore de la voir accompagnée. « Monsieur le roi, » dit-elle en posant son ouvrage, « vous êtes revenu. »« Comme promis, Madame Moreau, » répondit Henri en inclinant respectueusement la tête. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Camille en tentant de se lever, ce qu'Henri l'empêcha aussitôt de faire d'un geste bienveillant. « Restez assise, je vous en prie. C'est moi qui viens vous importuner. » Il s'avança dans la pièce, observant discrètement les lieux à la lumière du jour. L'appartement était minuscule et délabré, mais d'une propreté impeccable. Chaque objet, bien que vieux et usé, était soigneusement entretenu. Les rares meubles étaient disposés avec un souci d'ordre qui révélait une dignité préservée malgré la pauvreté. « Élodie m'a dit que vous aviez besoin de médicaments, » dit-il sans préambule, sachant que tourner autour du pot ne ferait qu'accroître le malaise. Camille lança un regard réprobateur à sa petite fille. « Élodie ne devrait pas parler de nos affaires personnelles. »« Grand-mère, » intervint la petite, « Monsieur le roi veut nous aider, et j'ai dit que je travaillerais pour lui en échange. » Henri sourit face à cette négociation dont il n'avait pas été informé. « C'est vrai, Madame Moreau, j'ai une dette envers vous deux, et j'aimerais la rembourser en vous aidant à obtenir les soins dont vous avez besoin. » Camille sembla peser ses options. La douleur dans ses articulations s'était intensifiée ces derniers jours, et elle savait que sans le traitement recommandé par le docteur Marchand, les choses ne feraient qu'empirer. « Je ne veux pas de charité, » dit-elle finalement. « J'ai travaillé toute ma vie et je n'ai jamais rien demandé à personne. »« Ce n'est pas de la charité, » affirma Henri. « Considérez cela comme un investissement. »« Un investissement » répéta Camille, intriguée malgré elle. « Oui, » poursuivit
Henri saisissant cette ouverture. Votre petite fille a un talent exceptionnel pour la pâtisserie. Ses madeleines sont délicieuses. J'aimerais l'aider à développer ce don, peut-être en finançant des cours ou en l'aidant à créer une petite entreprise quand elle sera plus âgée. Mais pour cela, elle a besoin que sa grand-mère soit en bonne santé et puisse la guider. Élodie écoutait, les yeux écarquillés. Personne n'avait jamais parlé de ses pâtisseries comme d'un talent, ni envisagé qu'elle puisse en faire autre chose qu'un moyen de survie. Camille observa Henri longuement, cherchant à déceler une trace de condescendance ou de pitié dans son regard. N'y trouvant que du respect et de la sincérité, elle soupira. « Très bien, monsieur le roi. J'accepte votre aide, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Henri. « Que vous dîniez avec nous ce soir. Une vraie invitation, d'égal à égal. Élodie préparera son gratin de pommes de terre et nous pourrons discuter de cet investissement. » Henri sourit, comprenant parfaitement la signification de cette invitation. Ce n'était pas seulement un repas, mais une façon pour Camille de préserver sa dignité, de transformer ce qui aurait pu être perçu comme un acte de charité en un échange entre amis. « J'en serais honoré. »« Madame Moreau !» Ainsi fut conclu leur accord. Henri demanda l'ordonnance du médecin et envoya immédiatement Philippe chercher les médicaments à la pharmacie. Pendant ce temps, Élodie s'affaira dans la minuscule cuisine, préparant le dîner promis avec une concentration touchante. Henri l'observait, fasciné par la dextérité et l'assurance de ses gestes. Pour une enfant de son âge, elle montrait une maîtrise qui ne pouvait venir que d'une longue habitude. Elle manipulait les couteaux avec précaution, dosait les ingrédients à l'œil, goûtait et assaisonnait comme une cuisinière expérimentée. « Tu cuisines souvent ?» demanda-t-il en s'approchant. « Tous les jours », répondit Élodie sans lever les yeux de ses pommes de terre qu'elle coupait en fines tranches. « Depuis que grand-mère ne peut plus le faire à cause de ses mains. »« Et qui t'a appris ?» Un petit sourire éclaira le visage de l'enfant. « Maman, au début, elle disait que je devais savoir me débrouiller. Puis grand-mère, avant que ses mains ne deviennent trop raides. Maintenant, j'apprends toute seule, avec les livres de recettes, et en regardant Madame Lefebvre quand elle m'invite. » Henri fut frappé par la résilience de cette petite fille, qui, au lieu de se plaindre de son sort, avait trouvé des moyens d'apprendre et de s'adapter. Une qualité qu'il admirait profondément et qu'il avait lui-même mise du temps à acquérir après son drame personnel. Le dîner fut simple mais délicieux. Le gratin d'Élodie, enrichi d'un peu de crème et de fromage râpé que Philippe avait rapporté avec les médicaments, était un chef-d'œuvre de saveurs réconfortantes. Henri mangea avec appétit, complimentant sincèrement la jeune cuisinière qui rougit de plaisir. La conversation coula naturellement, sans les malaises qu'Henri avait redoutés. Camille évoqua son passé de couturière dans une maison de haute couture, les robes qu'elle avait aidé à créer pour des femmes riches et célèbres, les secrets du métier qu'elle avait appris au fil des ans. « J'aurais voulu transmettre cet art à Élodie, » dit-elle avec une pointe de regret. « Mais mes mains ne me le permettent plus, et nous n'avons pas de machine à coudre. » Henri écoutait attentivement, une idée prenant forme dans son esprit. Peut-être y avait-il un moyen d'aider cette famille au-delà des médicaments et de l'aide financière immédiate. Lorsque le repas s'acheva, Camille prit ses nouveaux médicaments et se retira pour se reposer, laissant Élodie et Henri seuls dans la pièce principale. « Merci d'être revenu », dit la petite fille en débarrassant la table. « Grand-mère ne l'admettra jamais, mais elle était vraiment inquiète ces derniers jours. Les douleurs étaient si fortes qu'elle n'arrivait pas à dormir. »« Je suis heureux d'avoir pu aider, » répondit Henri, « et je voudrais faire plus, Élodie. Pas seulement pour les médicaments, mais pour votre avenir à toutes les deux. » Élodie s'arrêta, une assiette à la main, et le regarda avec prudence. « Comment ça ?» Henri choisit ses mots avec soin, conscient que cet enfant avait une fierté, aussi grande que sa taille était petite. « Je dirige une entreprise de mode, tu sais. Nous créons et vendons des vêtements de luxe dans le monde entier. » Les yeux d'Élodie s'agrandirent, comme ceux que grand-mère cousait avant. « Exactement, » confirma Henri. « Et nous sommes toujours à la recherche de personnes talentueuses. Ta grand-mère a une expertise précieuse, et toi, tu as un don pour la cuisine. Je me demandais si vous accepteriez que je vous aide à développer ces talents. »« Comment ?» demanda Élodie, méfiante mais intriguée. « Pour commencer, une machine à coudre moderne pour ta grand-mère. Elle pourrait peut-être faire de petits travaux de couture, à domicile, à son rythme, et pour toi des cours de pâtisserie le week-end si tu le souhaites. Tu pourrais apprendre avec de vrais professionnels, développer tes compétences. » Élodie resta silencieuse un moment, digérant cette proposition inattendue. « Pourquoi feriez-vous »
Tout ça pour nous? Vous ne nous connaissez même pas vraiment. Henri se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Comment expliquer à cet enfant que sa rencontre avec elle avait réveillé quelque chose en lui, qu'après 3 ans à exister, sans vraiment vivre, enfermé dans son chagrin et sa culpabilité, il avait retrouvé grâce à elle un sens à sa vie. Parfois, Élodie, dit-il finalement, on rencontre des personnes qui changent notre façon de voir le monde. Tu es l'une de ces personnes pour moi. Il se retourna vers elle, surpris de la voir si près. Elle le regardait avec une intensité troublante, comme si elle cherchait à lire en lui. « Vous me faites penser à ma mère, dit-elle doucement. Elle disait toujours qu'il fallait aider les autres, même quand on n'avait pas grand-chose soi-même, que c'était ça qui nous rendait humains. » Henri sentit sa gorge se serrer. « Ta mère était une femme sage. » Alors, poursuivit Élodie, si vous voulez vraiment nous aider, je crois que grand-mère et moi on accepte. Mais je veux quand même travailler pour vous. Je peux faire des pâtisseries pour votre bureau ou... Henri sourit, touché par cette insistance. Marché conclu. Tu pourras faire des pâtisseries pour mes réunions d'affaires. Je suis sûr que mes associés n'ont jamais goûté de madeleine aussi délicieuse. Le visage d'Élodie s'illumina, d'un sourire qui transforma complètement ses traits, lui rendant soudain son apparence d'enfant. Henri réalisa qu'il ne l'avait jamais vu sourire ainsi, sans retenue, sans la gravité qui marquait habituellement son expression. À cet instant, précis, en voyant ce sourire d'enfant retrouvé, Henri sut qu'il avait pris la bonne décision. Qu'en est dans cette petite fille et sa grand-mère, c'était aussi lui-même qui l'aidait à guérir. Que cette rencontre fortuite, née d'un danger, pourrait être le début d'une histoire nouvelle pour eux tous. « Demain, dit-il en prenant congé, je reviendrai avec la machine à coudre pour ta grand-mère et nous parlerons de ses cours de pâtisserie. »« Vous promettez » demanda Élodie, une ombre de doute passant encore sur son visage. « Je promets » affirma Henri en posant solennellement une main sur son cœur. « Et maintenant, tu sais que je tiens mes promesses. » En quittant l'immeuble, Henri sentit une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis la perte de sa famille. Comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. Comme si, en tendant la main à ces 2 personnes dans le besoin, il avait aussi tendu la main à une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Dans la voiture qui le ramenait, vers son appartement luxueux du 16e arrondissement, Henri prit son téléphone et composa le numéro de son assistant. « Laurent, c'est Henri. J'ai besoin que vous me trouviez la meilleure machine à coudre disponible sur le marché. Oui, demain matin, c'est urgent. Et aussi, renseignez-vous sur les cours de pâtisserie pour enfants à Paris. Les meilleurs. Oui, c'est important. Très important. » Il raccrocha et regarda par la fenêtre les rues de Paris qui défilaient. Pour la première fois depuis 3 ans, il avait hâte que le jour se lève. Les semaines qui suivirent transformèrent profondément la vie d'Élodie et de sa grand-mère. La machine à coudre qu'Henri avait apportée trônait désormais près de la fenêtre où Camille pouvait profiter de la lumière naturelle. Ce n'était pas un modèle ordinaire, mais une machine professionnelle, équipée de tous les accessoires possibles et accompagnée de tissus de qualité qu'Henri avait fait livrer. Camille avait d'abord protesté, affirmant que c'était trop, qu'elle ne pourrait jamais rembourser un tel cadeau. Mais Henri avait insisté, expliquant qu'il s'agissait d'un investissement pour de futurs travaux qu'elle pourrait réaliser pour sa maison de couture. Cette approche, qui préservait la dignité de la vieille dame en lui offrant une opportunité plutôt qu'une aumône, avait finalement eu raison de ses réticences. Quant à Élodie, elle avait commencé ses cours de pâtisserie à l'école de gastronomie française, un établissement prestigieux où elle se rendait tous les samedis matins. Au début, elle s'était sentie terriblement intimidée par les cuisines rutilantes, les ustensiles sophistiqués et les autres élèves qui venaient tous de familles aisées. Mais son talent naturel et sa détermination avaient rapidement impressionné son professeur, M. Dupont, un pâtissier renommé qui avait travaillé dans les plus grands restaurants de Paris. « Cette petite a un don », avait-il déclaré à Henri après la 3e leçon. « Une intuition pour les saveurs et une précision dans les gestes qui ne s'apprennent pas. Elle pourrait aller très loin avec la bonne formation. » Ces paroles avaient conforté Henri dans sa décision d'aider Élodie. Il voyait en elle non seulement l'enfant courageuse qui l'avait sauvée, mais aussi une jeune personne exceptionnelle qui méritait une chance de développer ses talents. Ce matin-là, Henri avait proposé d'emmener Élodie visiter les ateliers de sa maison de couture, Le Roi, Création, situé dans un élégant bâtiment du 8e arrondissement. C'était la première fois qu'il l'invitait dans son monde professionnel,
et il était curieusement nerveux à l'idée de lui montrer cette partie de sa vie. « Tu es prête ?» demanda-t-il en arrivant à l'appartement des Moreau, où Élodie l'attendait, vêtue de sa plus belle robe, un vêtement simple mais soigneusement repassé. « Oui, monsieur le roi, » répondit-elle avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « Grand-mère m'a dit de bien me tenir et de ne toucher à rien. » Henri sourit. « Tu peux toucher à tout ce que tu veux, Élodie. Je veux que tu vois comment fonctionne une maison de couture de l'intérieur. Et peut-être que ça te donnera des idées pour l'avenir. » Camille, assise à sa machine à coudre, leva les yeux de son ouvrage. « Ne la garde pas trop longtemps, monsieur le roi. Elle doit encore réviser ses leçons pour lundi. » Depuis qu'Henri était entré dans leur vie, il avait insisté pour qu'Élodie reprenne une scolarité normale. Il avait utilisé ses contacts pour l'inscrire dans une bonne école du quartier, payant les frais de scolarité et tout le matériel nécessaire. Élodie, bien que réticente au début, s'était révélée être une élève brillante, rattrapant rapidement son retard grâce à des cours particuliers qu'Henri avait également organisés. « Ne vous inquiétez pas, Madame Moreau, » répondit Henri. « Nous serons de retour pour le déjeuner. Et n'oubliez pas que Laurent viendra chercher vos créations cet après-midi pour les apporter à l'atelier. » Camille hocha la tête, encore étonnée par ce nouveau rythme de vie. Elle, qui avait passé des années confinées dans cet appartement exigu, luttant contre la douleur et la pauvreté, se retrouvait maintenant à créer des pièces uniques pour la maison de couture d'Henri. De petits accessoires, des détails délicats qu'elle pouvait réaliser malgré ses mains arthritiques, grâce à sa machine moderne et à son expérience inestimable. Dans la voiture qui les conduisait vers le 8e arrondissement, Élodie regardait défiler les rues de Paris avec des yeux émerveillés. Bien qu'elle ait vécu toute sa vie dans cette ville, elle n'en avait jamais vu les quartiers élégants qu'en passant, lorsqu'elle accompagnait parfois sa mère qui y faisait des ménages. « C'est beau ici », murmura-t-elle en observant les immeubles. « Haussmannien, les boutiques luxueuses et les cafés chics. »« C'est différent, » nuança Henri, « mais la beauté existe partout, Élodie, dans les petites rues de Montmartre aussi, à qui sait la voir. » La petite fille médita ces paroles, puis demanda avec sa franchise habituelle. « Ça ne vous manque pas? De vivre comme avant, je veux dire, avant que vous nous connaissiez ?» Henri fut pris au dépourvu par cette question. Comment expliquer à une enfant que sa vie d'avant, malgré tout le luxe et le succès, était vide, que depuis la perte de Sophie et Juliette, il avait traversé les jours comme un automate sans joie ni but véritable? « Non, Élodie, » répondit-il doucement. « Ma vie n'est pas moins confortable qu'avant, mais elle est plus riche maintenant, plus significative. » Élodie hocha la tête, semblant comprendre parfaitement ce qu'il voulait dire. Cette capacité à saisir les nuances, à percevoir ce qui n'était pas explicitement exprimé, était l'une des qualités qui impressionnèrent le plus Henri chez cet enfant. Ils arrivèrent bientôt devant un immeuble élégant dont la façade portait discrètement le logo de Leroy Création. Philippe leur ouvrit la portière et Henri guida Élodie à travers le hall somptueux jusqu'à l'ascenseur. « Je suis un peu nerveux, » avoua-t-il en appuyant sur le bouton du 3e étage. « C'est la première fois que j'amène quelqu'un d'important pour moi au travail depuis longtemps. »« Moi aussi je suis nerveuse, » confia Élodie en lissant sa robe d'un geste anxieux. « Et si vos employés pensent que je n'ai rien à faire ici ?» Henri posa une main rassurante sur son épaule. « Ils penseront que tu es mon invité spécial, ce qui est exactement le cas, et quand ils verront tes talents, ils comprendront pourquoi. » L'ascenseur s'ouvrit sur un espace lumineux où s'affairaient des dizaines de personnes. Des tissus de toutes les couleurs étaient disposés sur de grandes tables, des mannequins portèrent des vêtements en cours de création, et l'air bourdonnait de conversations animées, du cliquetis des machines à coudre et du bruissement des étoffes. Laurent, l'assistant d'Henri, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Monsieur le roi, mademoiselle Élodie, bienvenue. Tout est prêt pour votre visite. » Élodie, impressionnée par l'environnement et par le fait que l'assistant connaisse son nom, fit une petite révérence maladroite qui fit sourire les deux. « Holmes, tu n'as pas besoin d'être aussi formelle, Élodie, » dit doucement Henri. « Viens, laisse-moi te montrer comment naissent les créations. » Il la guida à travers les différentes sections de l'atelier, lui expliquant chaque étape du processus de création d'un vêtement, le design initial, le choix des tissus, la réalisation des patrons, la couture, les finitions, les essayages. Élodie écoutait avec fascination, posant des questions pertinentes qui surprenaient souvent les artisans. « Ta grand-mère t'a appris beaucoup de choses sur la couture, n'est-ce pas ?» demanda Henri en remarquant la familiarité d'Élodie avec certains termes techniques. « Oui, confirma-t-elle. Quand j'étais plus petite et que ses mains allaient mieux,
Elle me montrait comment faire des points invisibles ou assortir les tissus. Elle dit que la mode est un langage et que chaque vêtement raconte une histoire. C'est exactement ça, approuva Henri, impressionné par cette sagesse, et c'est ce qui fait la différence entre un simple vêtement et une création. Alors qu'ils progressaient dans leur visite, Henri remarqua que plusieurs de ses employés observaient Élodie avec curiosité. Il était rare qu'il amène des visiteurs, et encore plus rare qu'il s'agisse d'une enfant. Certains murmuraient, entre eux se demandant visiblement qui était cette petite fille qui semblait si à l'aise aux côtés de leur patron, habituellement réservé et distant. « C'est ma jeune amie, Élodie Moreau », expliqua-t-il simplement lorsqu'ils croisèrent Madame Perrin, sa directrice de création. Elle et sa grand-mère m'ont rendu un grand service et j'ai découvert qu'elles avaient toutes deux des talents remarquables. Madame Perrin, une femme élégante d'une 50aine d'années, examina Élodie avec un intérêt professionnel. Les accessoires que nous avons reçus la semaine dernière, le travail de dentelle sur les cols, c'était l'œuvre de ta grand-mère. Élodie hocha fièrement la tête. Oui, madame. Grand-mère travaille très lentement à cause de ses mains, mais elle dit que ça lui fait du bien d'être utile à nouveau. Son travail est exquis, déclara madame Perrin avec une sincérité évidente. Une telle finesse est rare de nos jours, même parmi nos artisans les plus expérimentés. Et toi, as-tu hérité de son talent pour la couture? Élodie a d'autres talents, intervint Henri. Elle est une pâtissière exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai pensé que nous pourrions organiser une petite dégustation de ses créations lors de notre prochaine présentation. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent à cette suggestion inattendue. Vraiment? Vous voudriez que je fasse des pâtisseries pour votre défilé? Pourquoi pas? Répondit Henri. La mode et la gastronomie sont deux arts français par excellence. Une collaboration entre les deux serait parfaite pour notre thème « Tradition et innovation ». Madame Perrin hocha la tête avec enthousiasme. C'est une excellente idée. Nos clients adoreraient ce concept, et si les pâtisseries sont à la hauteur de la dentelle de ta grand-mère, ce sera un succès assuré. Le visage d'Élodie s'illumina de fierté et d'excitation. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait valorisée, reconnue pour son talent plutôt que considérée avec pitié pour sa situation. La visite se poursuivit et Henri l'emmena finalement dans son bureau, un espace élégant avec vue sur les toits de Paris. Des photographies des dernières collections étaient accrochées au mur, des échantillons de tissus étaient disposés sur une grande table et une maquette de la prochaine boutique Leroy et Création trônait sur un piédestal. « Qu'en penses-tu » demanda Henri en lui offrant un siège dans un confortable fauteuil en cuir. Élodie réfléchit un moment avant de répondre, prenant le temps de formuler ses impressions. « C'est très beau et tout le monde semble si passionné. Mais, encouragea Henri, curieux. De connaître son avis honnête. Mais c'est aussi un peu intimidant. Toutes ces personnes talentueuses, ces beaux vêtements, cet immeuble magnifique, c'est un monde très différent du mien. » Henri s'assit face à elle, adoptant une expression sérieuse. « Élodie, les mondes ne sont séparés que dans notre esprit. J'ai grandi dans un petit village de Normandie, dans une famille modeste. Mon père était menuisier, ma mère enseignante. Rien ne me prédestinait à créer une maison de couture. »« Vraiment ?» demanda Élodie, surprise par cette révélation. « Comment avez-vous fait, alors ?»« J'ai travaillé dur, j'ai appris, j'ai saisi les opportunités quand elles se sont présentées, » expliqua Henri. « Mais surtout, j'ai cru en mes rêves, même quand ils semblaient impossibles. » Il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait devant eux. « Le talent n'a pas de code postal, Élodie. Il peut naître n'importe où, dans un appartement de Montmartre comme dans un château. Ce qui compte, c'est de le reconnaître et de le cultiver. » Élodie médita ces paroles, son regard parcourant le bureau luxueux. Sur une étagère, elle remarqua une photographie qu'elle n'avait pas vue au premier abord. Henri, plus jeune et souriant, entouré d'une femme élégante et d'une petite fille aux boucles brunes. « C'est votre famille » demanda-t-elle doucement. Désignant la photo, Henri se retourna, suivant son regard. Une ombre passa sur son visage, mais il s'approcha et prit le cadre entre ses mains. « Oui » répondit-il. « Sophie, ma femme, et Juliette, ma fille. Cette photo a été prise lors de nos dernières vacances ensemble, à Nice. » Élodie observa attentivement l'image. « Juliette vous ressemble. Elle a les mêmes yeux que vous. »« Oui, » murmura Henri. « Elle. Aurais-tu ton âge maintenant ?» Un silence empreint d'émotion s'installa entre eux.
Élodie comprit alors pleinement pourquoi cet homme fortuné avait choisi de les aider, sa grand-mère et elle. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour le service rendu, ni même de la générosité. C'était quelque chose de plus profond, un besoin de recréer des liens, de retrouver un sens à sa vie après une perte dévastatrice. « Je suis sûr qu'elle était gentille », dit simplement Élodie. « Comme vous. » Henri reposa doucement la photographie. Elle l'était, très gentille, et très courageuse aussi, comme toi. Il consulta sa montre et reprit un ton plus léger. « Il est presque midi. Je te ramène chez ta grand-mère comme promis, et nous discuterons de ses pâtisseries pour le défilé. » Pendant le trajet, alors qu'ils quittaient le bureau, ils croisèrent un homme d'une quarantaine d'années au regard froid, qui dévisagea Élodie avec une curiosité non dissimulée. « Ah, Mathieu, » dit Henri d'un ton neutre. « Je te présente Élodie Moreau, une jeune amie. Élodie, voici Mathieu Dufresne, mon directeur financier. »« Enchanté, monsieur, » dit poliment Élodie. Mathieu lui adressa à peine un signe de tête avant de se tourner vers Henri. « Je ne savais pas que nous organisions des visites scolaires maintenant, » remarqua-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Élodie n'est pas une simple visiteuse, » répondit Henri d'un ton ferme. « Elle et sa grand-mère collaborent avec nous sur des projets spéciaux. D'ailleurs, nous venons de décider qu'elle créera des pâtisseries exclusives pour notre prochain événement. » Mathieu haussa les sourcils, visiblement sceptique. « Je vois. Encore une de tes initiatives personnelles. J'espère que tu n'oublies pas notre réunion de demain avec les investisseurs japonais. Ils attendent des résultats concrets, pas des histoires de petits gâteaux. » Sans attendre de réponse, il s'éloigna d'un pas vif, laissant derrière lui une atmosphère tendue. « Je suis désolé, » murmura Élodie. « Je ne voulais pas vous créer des problèmes. » Henri secoua la tête. « Tu n'as créé aucun problème, Élodie. Mathieu est compliqué. Il ne voit les choses qu'à travers le prisme des chiffres et des profits. Il a du mal à comprendre que certaines décisions ne se basent pas uniquement sur des calculs financiers. » Ils prirent l'ascenseur en silence, Élodie sentant qu'elle venait d'entrevoir une facette moins harmonieuse du monde d'Henri. Dans la voiture qui les ramenait à Montmartre, elle resta pensive, digérant tout ce qu'elle avait vu et appris ce matin-là. « À quoi penses-tu » demanda Henri, notant son silence. « À inhabituel. Je me demandais, » commença-t-elle, avec hésitation, « est-ce que vous regrettez parfois de nous avoir aidés, grand-mère et moi ? Est-ce que ça vous cause des ennuis avec des gens comme Monsieur Dufresne ?» Henri fut touché par cette inquiétude sincère. « Jamais, Élodie. Au contraire. Vous rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Tu m'as rappelé qu'il y a plus dans la vie que le travail et les responsabilités. Tu m'as montré ce que signifie vraiment le courage et la générosité. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. « Avant de te connaître, je traversais les jours sans vraiment les vivre. J'existais, mais je n'étais plus vraiment vivant. Tu as changé ça, Élodie. Tu m'as ramené à la vie. » La petite fille le regarda avec gravité, semblant mesurer le poids de ses paroles. Puis, dans un geste spontané qui surprit Henri, elle se pencha et l'enlaça brièvement. « Vous aussi, vous avez changé notre vie, monsieur le roi, » murmura-t-elle. Grand-mère sourit à nouveau. Elle ne souffre presque plus. Et moi, j'apprends. Tellement de choses que je n'aurais jamais pu apprendre avant. Ce simple échange, cette reconnaissance mutuelle de ce qu'ils s'étaient apporté l'un à l'autre, scella quelque chose entre eux. Un lien qui dépassait la gratitude ou la générosité, qui touchait à quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement des Moreau, Camille les attendait avec un repas simple mais savoureux. Pendant le déjeuner, Élodie raconta avec enthousiasme tout ce qu'elle avait vu dans les ateliers, les personnes qu'elle avait rencontrées et surtout la proposition de créer des pâtisseries pour le prochain événement. « C'est une merveilleuse opportunité, » dit Camille, son visage s'illuminant de fierté. « Ma petite Élodie, cuisinant pour un défilé de haute couture, qui l'aurait cru possible ?»« Avec son talent, tout est possible, » affirma Henri. « D'ailleurs, j'ai une autre proposition à vous faire à toutes les deux. » Élodie et Camille échangèrent un regard curieux. « J'ai une maison en Normandie, » expliqua Henri. « Elle est vide la plupart du temps, et l'air y est bien meilleur qu'à Paris. Je me demandais si vous accepteriez d'y passer les vacances de Noël qui approchent. Le médecin m'a dit que le changement d'air serait bénéfique pour vos articulations. Madame Moreau. Et Élodie pourrait se reposer un peu après tous ses efforts à l'école et au cours de pâtisserie. » Camille et Élodie se regardèrent à nouveau, partagés entre l'excitation et l'incertitude.
Des vacances à la campagne étaient un luxe qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. « C'est très généreux, » commença Camille. « Mais nous ne voudrions pas nous imposer... » « Vous ne vous imposez pas, » assura Henri. « Au contraire, vous me feriez une faveur. Cette maison est pleine de souvenirs, certains joyeux, d'autres plus difficiles. J'aimerais y retourner, mais je n'ai jamais eu le courage d'y aller seul depuis l'accident. Votre présence rendrait ce retour plus facile pour moi. » Cette confession, cette vulnérabilité assumée, toucha profondément Camille. Elle comprit qu'Henri leur offrait bien plus qu'un séjour à la campagne. Il leur proposait de l'aider à affronter ses propres fantômes, à réconcilier son passé avec son présent. « Dans ce cas, dit-elle doucement, nous serions honorés de vous accompagner, monsieur le roi. » Le visage d'Henri s'éclaira d'un sourire de gratitude. « Merci, vraiment. Nous partirons la semaine prochaine, si cela vous convient. Il y a un piano là-bas, Élodie. J'ai cru comprendre que tu aimais la musique. »« J'en ai toujours rêvé, » avoua la petite fille, les yeux brillants. « Maman jouait ?»« Un peu quand j'étais toute petite. »« Alors c'est décidé, » conclut Henri en se levant. « La Normandie nous attend, et qui sait quelles nouvelles aventures nous y découvrirons. » En quittant l'appartement, Henri se sentit étrangement léger. Pour la première fois depuis le drame qui avait bouleversé sa vie, il envisageait l'avenir avec une forme d'espoir. Un nouvel horizon s'ouvrait devant lui, peuplé non plus seulement de souvenirs douloureux, mais aussi de possibilités inattendues. Et tout cela grâce à une petite fille courageuse qui avait osé lui tendre la main un jour d'automne à Montmartre. La maison normande d'Henri se dressait sur une colline douce, entourée d'un vaste jardin que l'hiver avait dépouillé de ses couleurs, mais non de sa majesté. Une allée bordée de vieux chênes menait à une bâtisse de pierre et de bois aux proportions harmonieuses, ni trop imposante pour intimider, ni trop modeste pour un homme de la position d'Henri. C'était exactement le genre de demeure qu'Élodie imaginait dans les contes qu'elle lisait autrefois, accueillante, solide, rassurante. « C'est ici que vous avez grandi ?» demanda-t-elle, le nez collé à la vitre de la voiture alors qu'ils remontèrent l'allée. Henri sourit, touché par son émerveillement. « Non, j'ai acheté cette maison après avoir rencontré Sophie. Nous voulions un endroit où nous ressourcer loin de l'agitation parisienne. Juliette adorait venir ici pendant les vacances. » Sa voix s'éteignit légèrement à l'évocation de ses souvenirs, mais il n'y avait plus cette douleur aiguë qui le transperçait auparavant. Juste une mélancolie douce, presque apaisée. « Voilà plusieurs années que je n'y suis pas revenu, » ajouta-t-il en garant la voiture devant l'entrée. « Mais Marthe, la gardienne, s'en est occupée comme si j'allais arriver à tout moment. » En effet, dès qu'ils descendirent de voiture, une femme d'une soixantaine d'années au visage bienveillant encadré de cheveux gris apparut sur le perron. Elle portait un tablier fleuri et essuyait ses mains sur un torchon, comme si elle venait d'interrompre une tâche ménagère. « Monsieur Henri !» s'exclama-t-elle avec un large sourire. « Quel bonheur de vous revoir enfin !» Henri s'avança vers elle et l'embrassa affectueusement sur les deux joues. « Marthe, je vous présente mes amis, Madame Camille Moreau et sa petite-fille Élodie. Elles vont passer les fêtes avec moi. » Marthe les accueillit chaleureusement, ses yeux s'attardant avec curiosité sur Élodie. « Soyez les bienvenus, mesdames. J'ai préparé les chambres comme vous me l'avez demandé, monsieur Henri, et un bon feu crépite dans la cheminée du salon. »« Parfait, Marthe. Que ferais-je sans vous ?» répondit Henri avec un sourire reconnaissant. Ils entrèrent dans la maison, où une douce chaleur les enveloppa immédiatement. L'intérieur était aussi charmant que l'extérieur le laissait présager. Des poutres apparentes au plafond, un mobilier élégant mais confortable, des tapis moelleux sur le parquet ciré, et partout, des détails qui témoignaient d'un goût sûr et d'un souci du bien-être. « C'est magnifique », murmura Camille, impressionnée malgré elle par cette demeure qui respirait l'harmonie. Élodie, quant à elle, restait silencieuse, absorbant chaque détail avec ses yeux d'enfant qui n'avaient jamais connu que la modestie de leur petit appartement parisien. Elle s'arrêta devant une photographie encadrée qui montrait Henri et sa famille sur la plage, riant aux éclats, tandis que Juliette construisait un château de sable. « C'était à Étretat », expliqua doucement Henri en s'approchant. Juliette voulait voir l'arche et l'aiguille dont je lui avais tant parlé. « Elle a l'air heureuse », observa Élodie. « Vous aussi ?»« Nous l'étions », confirma Henri, et pour la première fois ce souvenir lui apporta plus de réconfort que de douleur. Marthe les conduisit à leur chambre, une grande et lumineuse pour Camille, avec une salle de bain attenante spécialement aménagée pour faciliter ses mouvements, et une plus petite mais tout aussi charmante pour Élodie,
avec une vue imprenable sur le jardin et les champs au-delà. « J'ai préparé un goûter, » annonça Marthe, « des crêpes et du chocolat chaud. Je me suis dit qu'après le voyage, vous auriez besoin de vous réchauffer. »« Vous êtes un ange, Marthe, » dit Henri avec gratitude. Ils se retrouvèrent tous dans la cuisine, une pièce spacieuse et accueillante où trônait une grande table en bois massif. Marthe servit les crêpes dorées et le chocolat fumant, observant avec satisfaction l'appétit d'Élodie. « Cette petite est trop maigre, » déclara-t-elle avec cette franchise directe des gens de la campagne. « Il faut la nourrir correctement. »« Grand-mère fait de son mieux, » défendit immédiatement Élodie, toujours prompte à protéger Camille. « Je n'en doute pas, ma petite, » répondit gentiment Marthe. « Mais ici, l'air de la campagne aiguise l'appétit. Tu verras, tu repartiras avec des joues bien rondes. » Cette perspective fit sourire Henri. Élodie avait en effet besoin de reprendre des forces, de retrouver l'insouciance propre à son âge. Ses vacances tombaient à point nommé, juste avant les fêtes de fin d'année, période qui aurait pu être difficile pour lui s'il était resté seul avec ses souvenirs. « Que diriez-vous d'explorer les environs demain ?» proposa-t-il. Il y a un charmant village à quelques kilomètres, avec un marché de Noël traditionnel. Et la côte n'est pas loin non plus. « J'aimerais beaucoup voir la mer », avoua Élodie, dont les yeux brillaient à cette idée. « Je ne l'ai jamais vue en vrai, seulement en photo. »« Alors c'est décidé, » dit Henri. « Demain, nous irons à la découverte de la Normandie. » La soirée se déroula paisiblement, Marthe leur ayant préparé un dîner simple mais délicieux, un pot-au-feu dont le parfum embaumait toute la maison. Camille, dont les douleurs semblèrent s'être atténuées dans ce nouvel environnement, participa activement à la conversation, évoquant ses souvenirs d'enfance dans un village non loin de Rouen. « Je n'y suis jamais retournée après le départ. »« De mes parents, » confia-t-elle, « la vie à Paris m'a happée avec ses promesses et ses désillusions. Vous devriez y retourner, » suggéra Henri. « Pendant notre séjour, nous pourrions faire un détour par là. » Camille secoua doucement la tête. « Je ne sais même pas si le village existe encore tel que je l'ai connu. Les souvenirs sont parfois plus beaux lorsqu'on les laisse intacts dans notre mémoire. » Cette réflexion résonna particulièrement en Henri, qui avait longtemps redouté de revenir dans cette maison, de peur que les fantômes du passé ne soient trop douloureux à affronter. Pourtant, étrangement, leur présence semblait adoucie par la présence d'Élodie et Camille, comme si elles apportaient une nouvelle lumière qui ne chassait pas les souvenirs, mais les rendait plus supportables. Après le dîner, Henri proposa à Élodie de lui montrer le piano dont il lui avait parlé. Dans le salon, un magnifique piano à queue Steinway occupait un espace près de la baie vitrée qui donnait sur le jardin. « Il appartenait à Sophie », expliqua Henri en soulevant délicatement le couvercle. Elle jouait merveilleusement bien. Il y effleura les touches, tirant de l'instrument quelques notes hésitantes. « Je ne suis pas très doué, mais je peux te montrer les bases, si tu veux. » Élodie s'approcha avec révérence, comme si elle craignait que l'instrument ne disparaisse à son contact. « Je peux vraiment essayer ?»« Bien sûr. » l'encouragea Henri en lui faisant une place sur le banc. « Le piano n'attend que ça, d'être joué à nouveau. » Il lui montra comment positionner ses doigts, les noms des notes, les rudiments de la lecture, d'une partition simple qu'il avait trouvée dans le pupitre. Élodie, avec cette capacité d'absorption qui la caractérisait, comprit rapidement les explications et parvint même à jouer une mélodie simple après quelques essais. « Tu as un don ?» constata Henri, sincèrement impressionné. « La musique est comme la pâtisserie. Il faut de la précision, de la sensibilité et une touche de magie. Tu possèdes ces trois qualités. » Élodie rougit sous le compliment, puis demanda timidement « Pourriez-vous me montrer comment jouer ?»« C'est un morceau de Noël, pour surprendre grand-mère. » Henri acquiesça, touché par cette demande. Il lui enseigna les notes de Petit Papa Noël, et bientôt la mélodie familière, bien qu'encore hésitante, s'éleva dans le salon. Camille, qui s'était installée dans un fauteuil près de la cheminée, écoutait avec un sourire ému, ses yeux brillants de fierté. « C'est la plus belle musique que j'ai jamais entendue, » déclara-t-elle quand Élodie eut terminé. « Je ferai mieux la prochaine fois, » promit la petite fille, déterminée. « Je n'en doute pas, » dit Henri. « Avec un peu de pratique, tu pourras jouer tout ce que tu voudras. » Cette soirée musicale marqua le début de vacances qui s'annonçaient réparatrices pour tous. Henri redécouvrait sa maison à travers les yeux émerveillés d'Élodie. Camille profitait du calme et du confort qui soulagèrent ses douleurs, et Élodie elle-même s'épanouissait dans cet environnement où, pour la première fois, elle pouvait être simplement une enfant, sans le poids des responsabilités d'adulte qu'elle avait dû assumer trop tôt. Les jours suivants furent remplis de découvertes et de petits bonheurs.
La visite du village voisin, avec son marché de Noël, où Élodie put goûter au cidre chaud, sans alcool pour elle, et aux biscuits traditionnels. L'excursion à la plage où, malgré le froid, elle put enfin voir l'immensité de l'océan qui l'impressionna tant, les longues promenades dans la campagne normande aux paysages apaisants. Chaque soir, Élodie s'exerçait au piano, progressant, à une vitesse surprenante. Henri lui avait acheté un cahier de partitions adaptés aux débutants et elle s'appliquait avec la même concentration qu'elle mettait dans ses pâtisseries. Parfois, il s'asseyait près d'elle et l'écoutait jouer, observant ses petits doigts qui couraient sur les touches avec une assurance grandissante, et son cœur se gonflait d'une émotion qu'il avait cru perdue à jamais. Un après-midi, alors qu'ils préparaient ensemble des sablés de Noël dans la cuisine, sous l'œil bienveillant de Marthe, le téléphone d'Henri sonna. C'était Laurent, son assistant. « Monsieur Leroy, je suis désolé de vous déranger pendant vos vacances, mais nous avons un problème avec les investisseurs japonais. Monsieur Dufresne insiste pour que vous reveniez à Paris pour une réunion d'urgence demain. » Henri fronça les sourcils. « Est-ce vraiment nécessaire, Laurent? Nous avions convenu que vous géreriez cette situation en mon absence. Monsieur Dufresne affirme que les investisseurs ne veulent négocier qu'avec vous personnellement. Il dit que c'est crucial pour l'avenir de l'entreprise. » Henri soupira, jetant un regard à Élodie qui pétrissait consciencieusement la pâte, inconsciente du dilemme qui se jouait. « Très bien, Laurent. Dites à Mathieu que je serai là demain matin, mais je ne resterai que le temps nécessaire, pas plus. » Il raccrocha, contrarié par cette interruption. Ses vacances étaient importantes, non seulement pour lui, mais aussi pour Élodie et Camille. Il ne voulait pas les écourter, ni laisser ses invités seuls dans cette grande maison, même si Marthe était là pour veiller sur elle. « Un problème ?» demanda Élodie, percevant son changement d'humeur. Henri hésita, puis décida d'être honnête. « Je dois retourner à Paris demain pour régler une affaire importante, mais je reviendrai le soir même, je te le promets. » Élodie hocha la tête, compréhensive. « C'est normal, vous avez un travail important. Grand-mère et moi, on peut rester ici si vous voulez. Marthe est très gentille avec nous. » Cette maturité, cette capacité à accepter les contraintes de la vie sans se plaindre, était l'une des qualités d'Élodie qui touchait le plus Henri. Elle avait appris trop tôt à ne pas s'attacher aux moments de bonheur, sachant qu'ils pouvaient être éphémères. « Je reviendrai vite », assura-t-il en posant une main sur son épaule, « et nous continuerons à préparer le plus beau Noël que tu aies jamais eu. » Cette promesse fit briller les yeux d'Élodie. Noël approchait à grands pas, et bien qu'elle n'en parlât pas, Henri savait qu'elle n'avait probablement pas connu de véritables célébrations depuis la maladie de sa mère. Il était déterminé à rendre ces fêtes mémorables pour elle et Camille. Le lendemain matin, Henri partit tôt pour Paris, laissant Élodie et Camille aux bons soins de Marthe. Il avait promis d'être de retour pour le dîner, et Élodie avait décidé de préparer une surprise pour son retour, un gâteau aux pommes normandes, spécialité qu'elle avait apprise lors de ses cours de pâtisserie. Pendant qu'Élodie s'affairait, dans la cuisine sous la supervision bienveillante de Marthe, Camille profitait du calme du salon pour travailler sur une petite broderie qu'elle destinait à Henri comme cadeau de Noël. Ses mains, moins douloureuses grâce aux nouveaux médicaments et à l'air marin, lui permettaient de réaliser des points délicats qu'elle n'aurait pas cru possible quelques mois plus tôt. À Paris, Henri arriva directement au siège de Leroy Création, où Laurent l'attendait, visiblement nerveux. « Monsieur Dufresne vous attend dans la salle de conférence avec les investisseurs », annonça-t-il. « Il semble tendu. »« Plus que d'habitude, vous voulez dire, » répliqua Henri avec une pointe d'ironie. Mathieu Dufresne était connu pour son caractère exigeant et parfois cassant, mais c'était aussi un directeur financier brillant qui avait contribué à l'expansion internationale de l'entreprise. En entrant dans la salle de conférence, Henri fut surpris de n'y trouver que Mathieu, sans trace des investisseurs japonais. « Où sont nos partenaires ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Ils ont reporté la réunion à la semaine prochaine, » répondit Mathieu, impassible, « mais j'avais besoin de te parler en privé et je savais que tu ne reviendrais pas pour ça. » Henri sentit l'irritation monter en lui. « Tu m'as fait quitter mes invités et conduire 3 heures pour une conversation qui aurait pu se faire par téléphone ? Des invités qui semblent avoir pris une place considérable dans ta vie ces derniers temps, » remarqua Mathieu d'un ton qui frisait l'insolence, « au point de te faire négliger des aspects essentiels de l'entreprise. » « Je ne néglige rien du tout, » rétorqua Henri, de plus en plus agacé. « Les chiffres du dernier trimestre sont excellents,
Les nouvelles collections reçoivent des critiques dithyrambiques et les commandes pour la saison prochaine dépassent nos prévisions. Et pourtant, poursuivit Mathieu en faisant glisser un dossier sur la table, tu trouves le temps de financer les caprices d'une petite fille des rues et de sa grand-mère infirme. Henri se figea, choqué par ces mots cruels et par l'implication qu'ils contenaient. Que veux-tu dire exactement? Mathieu ouvrit le dossier, révélant des photocopies de factures et de chèques. École privée, cours de pâtisserie, soins, médicaux spécialisés, machines à coudre professionnelles, sans parler des salaires que tu leur verses maintenant pour de soi-disant collaborations. Tu utilises les ressources de l'entreprise pour financer ta nouvelle charité. La colère monta en Henri, d'autant plus violente qu'elle était rare chez lui. D'abord, je n'ai pas à me justifier de mes dépenses personnelles. Ensuite, ces collaborations, comme tu les appelles avec tant de mépris, ont déjà produit des résultats concrets pour l'entreprise. Les accessoires créés par Camille Moreau ont été salués par nos clients les plus exigeants, et les pâtisseries d'Élodie pour notre prochain événement sont un concept marketing innovant qui a déjà attiré l'attention de la presse spécialisée. Henri, soupira Mathieu comme s'il parlait à un enfant têtu, je te connais depuis 20 ans. Nous avons bâti cette entreprise ensemble. Je comprends que, depuis l'accident, tu cherches à combler un vide. Mais s'attacher à cette enfant parce qu'elle te rappelle Juliette est malsain, pour toi comme pour elle. La mention de sa fille dans ce contexte fut comme un coup de poignard pour Henri. « Tu n'as pas le droit de parler de Juliette, » dit-il, d'une voix dangereusement calme. « Et tu ne sais rien de ma relation avec Élodie et sa grand-mère. Je sais que tu es en train de créer des attentes que tu ne pourras pas satisfaire, » insista Mathieu. « Ces gens ne font pas partie de ton monde, Henri. Tôt ou tard, la réalité reprendra ses droits. Et quand tu te lasseras de jouer au bienfaiteur, que deviendront-elles » Henri se leva brusquement, incapable de contenir sa colère plus longtemps. « Je n'ai pas l'intention de me lasser, comme tu dis. Élodie et Camille font désormais partie de ma vie, et ça ne regarde que moi. Quant à l'entreprise, rassure-toi, elle se porte parfaitement bien. Si ma façon de gérer ma vie personnelle te pose problème, nous pouvons discuter de ton avenir au sein de Leroy Création. » Mathieu eut un sourire sans joie. « Tu me menacerais de me renvoyer. Après tout ce que j'ai fait pour cette entreprise, tu n'es pas sérieux. » « Je n'ai jamais été plus sérieux, » répondit Henri. « Maintenant, si tu n'as rien d'autre à me dire, j'ai une promesse à tenir. Je dois être rentré en Normandie pour le dîner. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta en entendant les derniers mots de Mathieu. « Tu devrais peut-être te renseigner davantage sur cette famille avant de t'y attacher trop. Tu pourrais avoir des surprises. » Henri se retourna lentement. « Que veux-tu dire ?»« Disons simplement que j'ai fait quelques recherches, » répondit Mathieu avec un sourire énigmatique. Par souci de protection des intérêts de l'entreprise, bien sûr. Le frère de la mère d'Élodie, ce fameux oncle Pascal dont elle a si peur, il a un casier judiciaire impressionnant. Agression, extorsion, trafic de drogue. Une vraie perle. Henri sentit un frisson le parcourir. Il savait qu'Élodie et Camille avaient mentionné cet oncle, mais elles étaient restées vagues sur les détails, par pudeur ou par crainte. Si cet homme est aussi dangereux que tu le dis, c'est une raison de plus pour les protéger, affirma-t-il. Ou une raison de t'en éloigner, contra Mathieu. Qui sait quels ennuis il pourrait causer s'il découvrait que sa nièce et sa tante sont sous la protection d'un homme riche. Cette pensée troubla Henri plus qu'il ne voulait l'admettre. Il n'avait jamais envisagé que son implication dans la vie d'Élodie et Camille puisse les mettre en danger. Et si Mathieu avait raison sur ce point, si cet oncle violent apprenait qu'elles avaient désormais accès à des ressources importantes, « Merci pour ton inquiétude, » dit-il finalement, « mais je suis parfaitement capable de gérer cette situation. » Il quitta la pièce sans attendre de réponse, troublé malgré lui par cette conversation. Sur le chemin du retour vers la Normandie, il ne pouvait s'empêcher de ressasser les paroles de Mathieu. Non pas les accusations mesquines sur ses motivations, mais les avertissements concernant cet oncle Pascal. Henri avait toujours su qu'Élodie et Camille avaient traversé des épreuves difficiles, mais il réalisait maintenant qu'il ne connaissait pas tous les détails de leur histoire. Peut-être devrait-il aborder le sujet avec Camille, délicatement, pour comprendre l'étendue de la menace que pouvait représenter cet homme. Alors qu'il approchait de sa maison normande, Henri décida de mettre ses préoccupations de côté pour le moment. Ce soir, il voulait simplement profiter de la compagnie d'Élodie et Camille,
de la surprise qu'Élodie lui avait promis de préparer et de l'atmosphère paisible de sa maison retrouvée. Mais une partie de lui savait que l'ombre du passé planait toujours et que tôt ou tard, elle pourrait venir obscurcir le présent qu'il tentait de reconstruire. Le retour d'Henri à la maison normande fut accueilli par l'odeur délicieuse du gâteau aux pommes qu'Élodie avait préparé avec soin. Dès qu'il franchit le seuil, la petite fille accourut, son visage illuminé d'un sourire qui chassa momentanément les sombres pensées qui l'avaient accompagnée pendant le trajet. « Vous êtes revenu » s'exclama-t-elle, comme si elle avait réellement craint qu'il ne tienne pas sa promesse. « Bien sûr, » répondit Henri en se débarrassant de son manteau. « Je t'avais dit que je serais là pour le dîner, non ?»« J'ai fait un gâteau normand, » annonça fièrement Élodie, « avec les pommes du verger que Marthe m'a aidé à cueillir. Ça sent merveilleusement bon, » apprécia Henri en la suivant vers la cuisine où Marthe mettait la dernière touche au dîner. Camille était déjà attablée, ses joues légèrement rosies par la chaleur du feu et l'air vivifiant de la campagne. Pour la première fois depuis qu'Henri la connaissait, elle semblait vraiment détendue, presque rajeunie. « Comment s'est passée votre réunion à Paris ?» demanda-t-elle poliment. Henri hésita, ne voulant pas troubler l'atmosphère paisible avec les insinuations désagréables de Mathieu. Rien d'important, finalement, des questions administratives qui auraient pu être réglées sans moi. Il évita de mentionner les accusations de son directeur financier ou ses révélations concernant Pascal. Ce n'était ni le moment ni le lieu pour aborder ce sujet délicat. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'observer Camille avec un regard nouveau, se demandant quelle part de son histoire familiale elle avait choisi de ne pas partager. Le dîner fut néanmoins joyeux, Élodie racontant avec enthousiasme sa journée, les progrès qu'elle avait faits au piano, les techniques de pâtisserie que Marthe lui avait enseignées, le chevreuil qu'elle avait aperçu à l'orée du bois voisin. « Je n'avais jamais vu d'animal sauvage avant », confia-t-elle, les yeux brillants. « À Paris, il n'y a que des pigeons et des chats errants. Demain, si le temps le permet, nous pourrions faire une promenade dans les bois, » suggéra Henri. « Il y a tout un monde à découvrir ici. » Après le repas, ils dégustèrent le gâteau d'Élodie qui s'avéra délicieux. La pâte était légère et croustillante, les pommes parfaitement caramélisées et une touche de cannelle venait relever l'ensemble. « C'est le meilleur gâteau aux pommes que j'ai jamais mangé », déclara sincèrement Henri, provoquant un rougissement de fierté chez la petite pâtissière. « Monsieur Dupont dit que je dois encore travailler la régularité de ma pâte, » répondit modestement Élodie, « mais il a dit que j'ai un bon instinct pour les saveurs. »« Ça, il a parfaitement raison, » confirma Henri. « Tu as un don, Élodie, un véritable don. » La soirée se poursuivit tranquillement au salon, où Élodie montra à Henri les progrès qu'elle avait faits au piano. Elle jouait maintenant petit, Papa Noël presque sans faute, et avait même commencé à apprendre Au clair de la lune. « C'était la chanson préférée de maman, » expliqua-t-elle doucement. « Elle me la chantait quand j'étais petite. » Henri fut touché par cette confidence. Élodie parlait rarement de sa mère, comme si les souvenirs étaient trop précieux ou trop douloureux pour être partagés. « Elle serait très fière de toi, » dit-il simplement. Lorsque vint l'heure de se coucher, Henri accompagna Élodie jusqu'à sa chambre, comme il prenait l'habitude de le faire. Ce petit rituel instauré naturellement depuis leur arrivée en Normandie avait quelque chose de réconfortant pour tous les deux. « Monsieur le roi, » dit Élodie alors qu'il s'apprêtait à la laisser, « est-ce que quelque chose vous tracasse? Vous semblez préoccupé depuis votre retour de Paris. » Henri fut surpris par cette perspicacité. Rien n'échappait à cet enfant, pas même les émotions qu'il s'efforçait de dissimuler. « Ce n'est rien d'important, » assura-t-il, « juste quelques soucis professionnels. » Élodie le regarda avec cette intensité qui semblait lire au-delà des mots. « Si c'est à cause de grand-mère et moi, vous pouvez nous le dire, vous savez, on comprendra. » Cette remarque fit mal à Henri. L'idée qu'Élodie puisse penser qu'il regrettait son implication dans leur vie était insupportable. « Jamais, » dit-il fermement en s'asseyant au bord du lit. « Écoute-moi bien, Élodie. Vous rencontrer ta grand-mère et toi a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Rien de ce qui pourrait se passer à Paris ou ailleurs ne changera ça. Tu comprends ?» Elle hocha la tête, mais une ombre de doute persistait dans son regard. Henri comprit alors que la confiance d'Élodie, si difficile à gagner après toutes les déceptions qu'elle avait connues, restait fragile. Un simple changement d'humeur de sa part pouvait réveiller ses anciennes peurs d'abandon. « Je te promets, » ajouta-t-il avec toute la sincérité dont il était capable, « que je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive.
Cette fois, le sourire d'Élodie fut plus assuré. « Bonne nuit, monsieur le roi. »« Bonne nuit, Élodie. Fais de beaux rêves. » En refermant doucement la porte, Henri se sentit à la fois plus léger et plus déterminé. Les avertissements de Mathieu concernant Pascal étaient peut-être fondés, mais ils ne changeraient rien à sa décision de protéger Élodie et Camille. Au contraire, s'il existait une menace réelle, il devait être prêt à y faire face. Plus tard dans la soirée, alors que la maison était silencieuse, Henri trouva Camille encore éveillée dans le salon, travaillant à la lueur d'une lampe sur sa broderie. C'était l'occasion qu'il attendait pour aborder le sujet qui le préoccupait, loin des oreilles innocentes d'Élodie. « Puis-je me joindre à vous » demanda-t-il doucement pour ne pas la surprendre. Camille leva les yeux de son ouvrage et sourit. « Bien sûr, monsieur le roi. Je profitais du calme pour avancer sur ce petit projet. » Henri s'assit face à elle, cherchant comment introduire délicatement le sujet de Pascal. Finalement, il opta pour la franchise. « Madame Moreau, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Cela concerne le frère de votre belle-fille, Pascal. » Les mains de Camille s'immobilisèrent sur sa broderie, et son visage perdit soudain toute la sérénité qu'elle avait gagnée ces derniers jours. « Qu'avez-vous entendu à son sujet » demanda-t-elle d'une voix tendue. « Mon directeur financier a fait des recherches, » admit Henri, gêné de devoir révéler cette intrusion dans leur vie privée. Par méfiance, je suppose. Il m'a parlé du casier judiciaire de Pascal, de ses activités. Camille posa sa broderie et sembla soudain très fatiguée. « Je suppose que je vous dois des explications. »« Vous ne me devez rien du tout, » assura Henri. « Je suis désolé que Mathieu se soit permis cette enquête, mais je dois vous demander, Pascal représente-t-il un danger pour Élodie et vous ?» Camille soupira profondément, comme si elle soulevait un poids longtemps porté. Pascal a toujours été difficile. Même enfant, il avait des problèmes de comportement. Ma belle-fille, Claire, essayait de l'aider malgré tout. C'était sa seule famille, vous comprenez? Quand elle est tombée malade, il est venu vivre avec nous pendant quelques mois. C'était un enfer. Elle marqua une pause, ses yeux se perdant dans les flammes qui dansaient dans la cheminée. Il buvait, ramenait des amis douteux à l'appartement, se mettait en colère pour un rien. Claire était trop faible pour le confronter et moi, j'essayais de protéger Élodie du mieux que je pouvais. Que s'est-il passé ensuite? Encouragea doucement Henri. Après le départ de Claire, poursuivit Camille, utilisant cet euphémisme pour éviter de prononcer le mot douloureux, Pascal a d'abord disparu. Puis il a recommencé à venir, de temps en temps, toujours pour demander de l'argent. Il prétendait que Claire lui avait promis de l'aider financièrement et que cette responsabilité me revenait désormais. Henri sentit la colère monter en lui à l'idée de cet homme harcelant une vieille dame et une enfant vulnérable. « L'avez-vous revu récemment » Camille secoua la tête. « Pas depuis plusieurs mois. La dernière fois, il était particulièrement agressif. Élodie s'est interposée et il l'a poussée. Elle est tombée et s'est cognée la tête contre le coin de la table. Rien de grave, mais j'ai menacé d'appeler la police. Il est parti en jurant qu'il reviendrait. »« Et vous n'avez jamais porté plainte » s'étonna Henri. « À quoi bon ?» répondit Camille avec une résignation qui serrait le cœur. « La police connaît bien Pascal. Il aurait été arrêté, peut-être gardé quelques jours, puis relâché, et sa colère n'aurait fait que grandir. Non, il valait mieux qu'il nous oublie. » Henri comprenait maintenant pourquoi Élodie avait ce regard vigilant, cette capacité à percevoir le danger. Elle avait appris à survivre dans un environnement où la menace pouvait surgir à tout moment. « Je ne laisserai pas cet homme vous faire du mal, » promit-il avec une détermination tranquille. « Ni à vous, ni à Élodie. » Camille le regarda avec gratitude, mais aussi avec une certaine inquiétude. « Soyez prudent, monsieur le roi. Pascal peut être dangereux quand il se sent acculé. Et s'il apprend qu'Élodie et moi avons trouvé un protecteur fortuné. » Elle n'acheva pas sa phrase, mais Henri comprit parfaitement l'implication. Pascal pourrait voir en lui une nouvelle source d'argent à exploiter, une cible potentielle pour ses extorsions. « Ne vous inquiétez pas pour moi, dit-il, j'ai les moyens de nous protéger tous les trois. » Cette conversation renforça la détermination d'Henri. Loin de le dissuader, comme l'espérait peut-être Mathieu, les révélations sur Pascal ne faisaient que confirmer sa volonté d'offrir à Élodie et Camille la sécurité qu'elles méritaient. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère de bonheur tranquille. Les préparatifs de Noël occupaient joyeusement leur journée. Décoration du grand sapin que Marthe avait fait livrer, confection de biscuits de Noël dont Élodie avait appris les recettes à son cours de pâtisserie,
Promenade dans la campagne enneigée, soirées au coin du feu à écouter Élodie jouer du piano avec une assurance grandissante. Henri observait ces moments avec un mélange de joie et d'émerveillement. Sa maison, si longtemps désertée après la tragédie, retrouvait vie et chaleur. Les rires d'Élodie résonnaient dans les couloirs, les parfums de cuisine embaumaient l'air, et même les vieilles photographies de Sophie et Juliette semblaient sourire différemment, comme si elles approuvaient cette renaissance. La veille de Noël arriva, apportant avec elle une excitation palpable. Élodie, qui n'avait pas connu de véritable célébration depuis des années, ne tenait plus en place. Elle avait aidé Marthe à préparer le repas traditionnel, huîtres, foie gras, dinde au marron, bûche de Noël. Tout était prêt pour un festin mémorable. Henri avait secrètement fait livrer des cadeaux pour Élodie et Camille. Un manteau d'hiver élégant et des gants en cuir souple pour la grand-mère, un métier à broder moderne qui faciliterait son travail malgré son arthrite. Et pour Élodie, une collection de livres de contes, des partitions adaptées à son niveau de piano et un appareil photo numérique pour qu'elle puisse capturer les moments qui lui semblaient précieux. Camille, de son côté, avait achevé sa broderie, un délicat mouchoir de soie portant les initiales d'Henri, entouré de motifs floraux d'une finesse remarquable. Élodie, quant à elle, avait confectionné en secret un carnet de recettes illustrées, où elle avait consigné toutes les pâtisseries qu'elle savait préparer, avec des annotations personnelles et des dessins colorés. Tout était en place. Pour un Noël parfait, loin des soucis et des menaces du passé. Alors qu'il terminait de décorer la table pour le dîner du réveillon, le téléphone sonna. C'était Laurent, l'assistant d'Henri. « Monsieur le roi, je suis désolé de vous déranger en plein réveillon, mais nous avons un problème à l'appartement des Moreau à Paris. » Henri s'éloigna pour que ni Camille ni Élodie n'entendent la conversation. Quel genre de problème? La voisine de palier a appelé la police ce matin. Elle a entendu du bruit dans l'appartement, comme si quelqu'un fouillait. Quand les agents sont arrivés, ils ont constaté que la porte avait été forcée. L'intérieur a été complètement retourné. Henri sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Des indices sur l'identité de l'intrus? La voisine a aperçu un homme correspondant à la description de Pascal Dubois. Il semblait furieux de ne trouver personne. Il aurait crié quelque chose comme « Où sont-elles passées, ces garces ?» La vulgarité de ces mots, l'idée de cet homme violent cherchant Élodie et Camille, firent de monter en Henri une colère froide. A-t-il été arrêté? Non, il était déjà parti quand la police est arrivée. Ils ont pris une déposition, mais sans plainte formelle de Madame Moreau. Je comprends, coupa Henri. Merci de m'avoir prévenu, Laurent. Faites réparer la porte et installez un système d'alarme connecté à une société de sécurité. Je m'occupe du reste. Il raccrocha, l'esprit en ébullition. Pascal cherchait Camille et Élodie. Avait-il appris qu'elles étaient sous sa protection? Était-ce pour cela qu'il était revenu? Ou était-ce simplement le hasard, une visite habituelle pour extorquer de l'argent qui avait tourné à la colère quand il avait trouvé l'appartement vide? Quoi qu'il en soit, Henri devait prendre des mesures. Il appela immédiatement Philippe, son chef de sécurité, et lui expliqua brièvement la situation. « Je veux que vous envoyiez 2 hommes à la propriété dès ce soir, » ordonna-t-il. « Discret mais efficace. Et je veux un rapport complet sur les activités récentes de Pascal Dubois, où il vit, qui il fréquente, s'il a mentionné sa nièce ou sa tante à quelqu'un. »« Compris, monsieur le roi, » répondit Philippe avec son efficacité habituelle. « Les hommes seront là dans 3 heures maximum. » Henri raccrocha, se demandant comment annoncer ces nouvelles à Camille sans gâcher la soirée de Noël. Devait-il attendre le lendemain, ou était-il préférable qu'elle soit préparée au cas où? Lorsqu'il revint dans la salle à manger, Élodie accrochait les dernières décorations en cristal au petit sapin de table que Marthe avait préparé comme centre de la composition florale. « Tout va bien, monsieur le roi ?» demanda-t-elle, percevant immédiatement son changement d'humeur. « Oui, bien sûr, » mentit-il avec un sourire forcé. « Juste quelques détails de dernière minute à régler pour le travail. » Camille, qui arrangeait les couverts en argent, leva les yeux vers lui avec cette perspicacité que l'âge et les épreuves avaient aiguisée. « Vous êtes sûr? Vous semblez préoccupé. » Henri hésita, puis décida qu'il valait mieux être honnête, du moins avec Camille. « J'aimerais vous parler en privé un moment, Madame Moreau. Rien de grave, » ajouta-t-il rapidement en voyant l'inquiétude se peindre sur le visage d'Élodie. « Juste une question d'adulte. » Camille le suivit dans son bureau, où il lui expliqua la situation aussi délicatement que possible.
Elle l'écouta en silence, son visage se fermant progressivement. « Je savais qu'il reviendrait, dit-elle finalement. Pascal ne renonce jamais quand il pense pouvoir obtenir quelque chose. La question est, comment a-t-il su que vous n'étiez plus là, demanda Henri. Qui aurait pu lui dire que vous étiez parti pour les fêtes? Camille réfléchit. Personne ne savait où nous allions exactement. Mais plusieurs personnes dans le quartier ont remarqué notre absence. Madame Lefebvre, qui nous donne parfois des légumes de son jardin. Monsieur Bertrand, le boulanger. Peut-être ont-ils mentionné à Pascal que nous étions partis pour les fêtes, ou peut-être quelqu'un. D'autres l'a-t-il informé, suggéra Henri, repensant à l'attitude hostile de Mathieu. Non, c'était absurde. Mathieu pouvait être dur en affaires, mais il n'irait jamais jusqu'à mettre en danger une vieille dame et une enfant. « Que devons-nous faire » demanda Camille, ramenant Henri à la réalité présente. « Pour l'instant, rien, » répondit-il. « J'ai envoyé des agents de sécurité qui veilleront sur la propriété. Pascal ne sait pas où vous êtes, et il n'y a aucune raison pour qu'il le découvre. Nous sommes en sécurité ici. » Et Élodie, « Doit-on lui dire ?» Henri secoua la tête. « Pas ce soir. C'est Noël, elle est si heureuse. Ne gâchons pas ce moment. Nous lui parlerons demain ensemble, si vous êtes d'accord. » Camille acquiesça, reconnaissante. « Vous avez raison. Cet enfant mérite un Noël de joie, pas de peur. » Ils retournèrent auprès d'Élodie, s'efforçant tous deux de dissimuler leur inquiétude derrière des sourires et une attitude détendue. La soirée se déroula comme prévu. Le dîner fut délicieux, Élodie joua ses morceaux de piano avec une application touchante et même Marthe se joignit à eux pour chanter quelques chants de Noël traditionnels. À minuit, ils échangèrent leurs cadeaux. Les yeux d'Élodie s'illuminèrent à chaque paquet ouvert, mais ce fut sa réaction en découvrant l'appareil photo qui toucha le plus Henri. Elle resta sans voix, caressant l'objet comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. « C'est pour moi, vraiment pour moi ?» demanda-t-elle incrédule. « Vraiment pour toi, » confirma Henri, « pour que tu puisses capturer tous les beaux moments de ta vie. » Élodie se jeta dans ses bras, le serrant de toutes ses forces. « Merci, monsieur le roi, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Henri sentit son cœur se gonfler d'émotion. Malgré la menace qui planait, malgré les complications que l'avenir pourrait apporter, ce moment de pur bonheur valait tous les risques. Plus tard, alors qu'Élodie dormait profondément, épuisée par les émotions de la journée, Henri reçut un appel de Philippe l'informant que ses hommes étaient en position autour de la propriété. Il raccrocha, rassuré de savoir que des professionnels veillaient sur leur sécurité. Pourtant, alors qu'il contemplait les flammes mourantes dans la cheminée du salon, un sentiment d'inquiétude persistait. L'intrusion de Pascal dans l'appartement parisien n'était peut-être que le début d'une tempête qui menaçait le fragile bonheur qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Dehors, le vent se leva, secouant les branches des arbres contre les fenêtres. Une tempête hivernale approchait, comme un présage de celle qui pourrait bientôt bouleverser leur vie. Mais Henri était déterminé à y faire face, pour Élodie, pour Camille, et pour lui-même, qui avait retrouvé grâce à elle une raison de se battre, une raison d'espérer, une raison de vivre pleinement à nouveau. Le lendemain de Noël s'éveilla sous un ciel lourd et gris. La tempête annoncée avait déposé une épaisse couche de neige pendant la nuit, transformant le paysage normand en une vaste étendue immaculée. Élodie, réveillée aux premières lueurs de l'aube, contemplait ce spectacle féerique depuis la fenêtre de sa chambre, son nouvel appareil photo à la main, immortalisant la beauté silencieuse de ce matin d'hiver. Henri, qui n'avait que peu dormi, la rejoignit avec 2 tasses de chocolat chaud. « Joyeux lendemain de Noël », dit-il en lui tendant une des tasses. « C'est magnifique », murmura Élodie, sans quitter des yeux le paysage. On dirait que le monde entier a été recouvert d'une grande couverture blanche. Henri sourit à cette image poétique. La neige a ce pouvoir magique de transformer tout ce qu'elle touche. Elle cache les imperfections, adoucit les contours, rend tout plus paisible. Ils restèrent un moment silencieux, savourant leur chocolat et la tranquillité du matin, avant qu'Henri ne se décide à aborder le sujet qui le préoccupait. « Élodie, il y a quelque chose dont nous devons parler, ta grand-mère et moi, quelque chose d'important. » La petite fille se tourna vers lui, son visage s'assombrissant légèrement. Elle avait cette capacité étonnante à percevoir les changements d'humeur, à sentir quand une conversation sérieuse s'annonçait. « C'est à propos de mon oncle Pascal, n'est-ce pas ?»
demanda-t-elle directement. Henri fut pris au dépourvu. « Comment as-tu deviné ?»« J'ai entendu votre conversation avec grand-mère hier soir, » avoua Élodie. « Pas exprès. J'allais aux toilettes et la porte du bureau était entr'ouverte. J'ai entendu que Pascal était venu à l'appartement et qu'il était en colère. » Henri soupira. Il aurait dû se douter qu'une enfant aussi observatrice et intuitive ne serait pas facile à tenir à l'écart. « Oui, c'est à propos de ton oncle, » confirma-t-il. « Il semble qu'il vous cherche, ta grand-mère et toi, mais tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai pris des mesures pour nous protéger, et il ne sait pas où nous sommes. » Élodie hocha la tête, son visage affichant une maturité qui serrait le cœur d'Henri. « Il ne nous trouvera pas ici, n'est-ce pas ?»« Non, » assura Henri avec plus de conviction qu'il n'en ressentait réellement. « Il ne nous trouvera pas. » Mais le destin parfois se joue des certitudes humaines. Alors qu'ils descendaient pour le petit déjeuner, Marthe les accueillit avec une expression inhabituellement tendue. « Monsieur Henri ?» dit-elle à voix basse pour qu'Élodie, qui s'était dirigée vers Camille déjà installée à table, ne puisse l'entendre. « Il y a un homme au village qui pose des questions sur vous et vos invités. Martin, le facteur, est passé me prévenir il y a une demi-heure. Cet homme montre une photo d'Élodie et demande si quelqu'un l'a vue dans les environs. » Henri sentit son sang se glacer dans ses veines. À quoi ressemble cet homme? Grand, maigre, les cheveux noirs grisonnants, une cicatrice près de l'œil gauche, décrivit Marthe. Martin dit qu'il a l'air dangereux. Il a bu plusieurs verres au café du village et a été assez agressif avec la serveuse quand elle a dit qu'elle ne connaissait pas la petite fille de la photo. La description correspondait parfaitement à Pascal tel qu'Élodie l'avait décrit. Mais comment avait-il pu les retrouver ici, dans ce village reculé de Normandie? Henri appela immédiatement Philippe, qui confirma que ces hommes étaient toujours en position autour de la propriété. Personne n'approchera de la maison sans être repéré, assura le chef de sécurité. Malgré cette garantie, Henri ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Si Pascal était déjà au village, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne découvre où se trouvaient Camille et Élodie. La propriété des Leroy était connue dans la région, et n'importe quel habitant pourrait innocemment mentionner la présence d'invités chez le Parisien, comme on appelait parfois Henri localement. « Nous devrions peut-être retourner à Paris », suggéra Camille lorsque Henri lui communiqua les nouvelles. « Je ne veux pas vous causer davantage de problèmes. »« Il n'en est pas question, » répondit fermement Henri. « Paris n'est pas plus sûr maintenant qu'il a forcé votre appartement, et je refuse de laisser cet homme gâcher nos vacances et vous faire vivre dans la peur. » Élodie, qui écoutait la conversation en silence, posa sa main sur celle d'Henri. « Ne vous inquiétez pas, monsieur le roi. J'ai l'habitude de gérer mon oncle. Quand il est comme ça, le mieux est de lui donner ce qu'il veut et d'attendre qu'il s'en aille. » Cette résignation, cette stratégie de survie développée par une enfant de 8 ans, brisa quelque chose en Henri. Il prit la décision qui mûrissait en lui depuis des semaines, peut-être même depuis ce jour d'automne où une petite fille courageuse l'avait sauvé dans les rues de Montmartre. « Non, Élodie, » dit-il avec une détermination tranquille. « Cette fois, les choses seront différentes. Tu n'auras plus jamais à te cacher ou à céder face à la menace, je te le promets. » Il sortit son téléphone et composa le numéro de son avocat, Maître Fournier, un homme brillant qui gérait ses affaires juridiques depuis des années. « Simon, c'est Henri Leroy. J'ai besoin de vous immédiatement en Normandie. Il s'agit d'une affaire urgente, personnelle, oui, dès aujourd'hui si possible, et apportez les documents dont nous avons discuté la semaine dernière. » Henri avait en effet déjà consulté son avocat au sujet d'Élodie et Camille, envisageant diverses options pour leur assurer un avenir stable et sécurisé. Mais les événements récents accéléraient la mise en œuvre de ces plans. Le reste de la matinée se déroula dans une atmosphère tendue. Malgré les efforts d'Henri et de Marthe pour maintenir une apparence de normalité, l'ombre de Pascal planait sur la maison. Élodie, sensible comme toujours aux émotions des adultes, restait inhabituellement silencieuse, jouant quelques notes mélancoliques au piano ou feuilletant distraitement ses nouveaux livres. Vers midi, la sonnette de l'entrée retentit, faisant sursauter tout le monde. Philippe, qui surveillait les abords de la propriété, entra dans le salon où la famille était réunie. « C'est Maître Fournier, monsieur, » annonça-t-il. « Je l'ai fait entrer par l'arrière, comme vous l'aviez demandé. » Simon Fournier, un homme élégant d'une 50aine d'années, pénétra dans la pièce, une serviette en cuir sous le bras. Après les présentations d'usage, Henri l'entraîna dans son bureau pour un entretien privé. Pendant ce temps, Élodie s'approcha de la fenêtre,
observant la neige qui avait recommencé à tomber. Le monde extérieur semblait si paisible, si pur, contrastant cruellement avec l'anxiété qui régnait dans la maison. « Grand-mère, dit-elle soudain, pourquoi oncle Pascal est-il si en colère tout le temps? Qu'est-ce qu'on lui a fait ?» Camille, qui tricotait près de la cheminée, posa son ouvrage et soupira. « Ce n'est pas contre nous qu'il est en colère, ma chérie. C'est contre la vie, contre le monde entier. Pascal a toujours eu ce sentiment que tout lui était dû, que la vie l'avait privé de ce qu'il méritait. Ta mère essayait de l'aider, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui refuse de se prendre en main. Maman disait qu'il avait un bon fond, se souvint Élodie, qu'il fallait juste être patient avec lui. Ta mère voyait le bien dans chacun, dit doucement Camille. C'était sa force et parfois sa faiblesse. Leur conversation fut interrompue par le retour d'Henri et de l'avocat dans le salon. Le visage d'Henri affichait une expression résolue, mélange de détermination et d'émotion contenue. « Élodie, Camille, dit-il en s'asseyant face à elle, j'ai quelque chose d'important à vous proposer, quelque chose qui pourrait changer nos vies à tous. » Il échangea un regard avec Maître Fournier, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Ces derniers mois passés avec vous ont été les plus heureux que j'ai connus depuis longtemps, » commença Henri. « Vous avez ramené la joie, la vie, l'espoir dans mon existence, et j'ose espérer que j'ai pu, à ma façon, apporter quelque chose de positif dans la vôtre. »« Vous avez fait bien plus que cela, » intervint Camille, émue. « Vous nous avez offert une nouvelle chance, une nouvelle vie. » Henri sourit, touché par ces mots. « Ce que je vais vous proposer n'est pas une décision à prendre à la légère. J'y réfléchis depuis des semaines, et les événements récents n'ont fait que confirmer ce que je ressentais déjà. » Il prit une profonde inspiration, puis regarda directement Élodie. « Élodie, je voudrais te demander si tu accepterais que je devienne légalement ton tuteur. En d'autres termes, je voudrais t'adopter. » Un silence stupéfait suivit cette déclaration. Élodie regardait Henri avec des yeux écarquillés, comme si elle n'osait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « M'adopter » répéta-t-elle dans un souffle. « Comme votre fille. »« Exactement, » confirma Henri. « Tu deviendrais légalement ma fille, et je deviendrai ton père. Pas pour remplacer ton père biologique, bien sûr, mais pour t'offrir la protection, la stabilité et l'amour dont chaque enfant a besoin. » Il se tourna ensuite vers Camille. « Et pour vous, Madame Moreau, je propose un arrangement similaire. Vous pourriez vivre avec nous, soit ici en Normandie, soit à Paris, selon votre préférence. Vous auriez votre propre espace, votre indépendance, tout en restant proche d'Élodie. Je m'assurerai que vous receviez les meilleurs soins médicaux et que vous puissiez continuer à exercer votre art de la couture aussi longtemps que vous le souhaiterez. » Camille porta une main à sa bouche, visiblement émue. « Monsieur le roi, c'est une proposition extraordinaire. Mais êtes-vous certain? Une telle responsabilité? Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie, » affirma Henri. « Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura des procédures légales, des enquêtes sociales, des périodes d'adaptation. Maître Fournier s'occupera de tous les aspects juridiques. Mais la première étape, la plus importante, c'est votre accord à toutes les deux. » Élodie, qui était restée silencieuse, les yeux rivés sur ses mains, leva finalement le regard vers Henri. « Et si vous changiez d'avis? Si un jour vous trouviez que c'est trop compliqué ou que je ne suis pas comme Juliette ?» La question formulée avec cette franchise désarmante propre à l'enfance toucha Henri en plein cœur. Il s'agenouilla devant Élodie, prenant ses petites mains dans les siennes. « Élodie, écoute-moi bien, je ne te demande pas de remplacer Juliette. Personne ne pourrait jamais la remplacer, tout comme personne ne pourrait remplacer ta maman. Mais le cœur humain a cette capacité merveilleuse de s'agrandir pour aimer davantage. Je t'aime pour qui tu es, Élodie Moreau, avec ton courage, ta gentillesse, ton talent extraordinaire et même tes petits défauts. Et cet amour ne changera pas, quoi qu'il arrive. » Des larmes brillaient dans les yeux de la petite fille. « Vous promettez, vraiment? »« Je te le promets solennellement, » répondit Henri, la voix légèrement étranglée par l'émotion. « Et tu sais que je tiens toujours mes promesses. » Un sourire tremblant apparut sur le visage d'Élodie. Puis, dans un geste spontané qui surprit tout le monde, y compris elle-même, elle se jeta dans les bras d'Henri, enfouissant son visage contre son épaule. « Alors oui, » murmura-t-elle, « je veux être votre fille. » Henri la serra contre lui, sentant son cœur se gonfler d'une joie qu'il n'aurait jamais cru ressentir à nouveau. Camille, observant cette scène avec des larmes silencieuses, hocha doucement la tête,
en signe d'assentiment. Ce moment de pure émotion fut brutalement interrompu par la sonnerie stridente du téléphone. Philippe décrocha, écouta un instant, puis se tourna vers Henri, le visage grave. « Monsieur, l'homme que nous surveillons au village est en route vers la propriété. Il est accompagné de 2 autres individus et semble intoxiqué. » Henri se redressa, gardant Élodie près de lui d'un geste protecteur. « Combien de temps avant qu'ils n'arrivent » ? 10 minutes, peut-être moins. Ils sont à pied, la neige ralentit leur progression. Henri prit rapidement une décision. « Philippe, contactez la gendarmerie immédiatement. Marthe, emmenez Camille. Et Élodie à l'étage, dans la chambre forte. Simon, j'aurai besoin de votre témoignage si les choses tournent mal. » Alors que Marthe guidait Camille vers l'escalier, Élodie résista. « Non, je ne veux pas me cacher. Pas cette fois. » « Élodie, commença Henri, c'est trop dangereux. »« C'est mon oncle, insista-t-elle. Je le connais, je sais comment lui parler. S'il me voit effrayé ou caché, ça le rendra encore plus furieux. » Henri hésita, déchiré entre son instinct de protection et le respect pour la connaissance qu'Élodie avait de la situation. C'était elle, après tout, qui avait dû gérer Pascal pendant des années. « D'accord, céda-t-il finalement, mais tu restes près de moi à tout moment. Et au premier signe de danger, Philippe t'emmènera en sécurité, que tu le veuilles ou non. C'est compris ?» Élodie acquiesça solennellement. Les minutes qui suivirent furent tendues. Henri, Élodie, Philippe et l'avocat attendèrent dans le salon, tandis que Camille, malgré ses protestations, avait été conduite à l'étage par Marthe. Les 2 agents de sécurité postés à l'extérieur étaient en communication constante avec Philippe, rapportant la progression des intrus. « Ils sont à l'entrée de la propriété », annonça finalement Philippe. L'homme qui correspond à la description de Pascal Dubois est clairement en état d'ébriété. Les 2 autres semblent plus sobres, mais tout aussi hostiles. Henri prit Élodie par les épaules, la regardant droit dans les yeux. « Tu es sûr de vouloir rester ? Il est encore temps de monter rejoindre ta grand-mère. »« Je suis sûr, » répondit-elle, avec une détermination qui démentait son jeune âge. « Il faut que ça s'arrête. » La sonnette d'entrée retentit, suivie de coups violents, contre la porte. Philippe fit signe à Henri et Élodie de rester en retrait, puis alla ouvrir, flanqué des 2 autres agents de sécurité qui étaient rentrés pour renforcer la protection. « Où est ta nièce ?» La voix rauque et avinée de Pascal résonna dans le hall d'entrée. « Je sais qu'elle est ici avec la vieille. Laissez-moi entrer. »« Monsieur, vous êtes sur une propriété privée, » répondit calmement Philippe. « Je vous suggère de partir immédiatement avant que les autorités n'arrivent. »« Les autorités ?» ricana Pascal. « J'en ai rien à foutre. Cette gamine est ma famille. J'ai le droit de la voir. » Henri sentit Élodie se raidir à ses côtés. Il serra sa main pour la rassurer, puis fit un signe à Philippe qui s'écarta légèrement, permettant à Pascal d'apercevoir le salon où se tenaient Henri et Élodie. « Oncle Pascal, » dit Élodie d'une voix étonnamment ferme. « Qu'est-ce que tu veux ?» Pascal, déstabilisé par cette confrontation directe, resta un instant sans voix. C'était un homme grand et maigre, au visage marqué par l'alcool et une vie difficile. La cicatrice près de son œil gauche lui donnait un air menaçant, accentué par son regard injecté de sang. « Élodie, » dit-il finalement, tentant de radoucir sa voix, « je te cherchais, toi et ta grand-mère. J'étais inquiet quand j'ai trouvé l'appartement vide. »« Si inquiet que tu as tout saccagé, » rétorqua Élodie, une pointe de colère perçant dans sa voix d'enfant. Pascal eut au moins la décence de paraître embarrassé. « J'étais énervé. Je ne savais pas où vous étiez parti. J'avais besoin de parler à Camille. »« Tu voulais encore de l'argent, » traduisit Élodie. « Mais on n'en a plus à te donner, oncle Pascal. Grand-mère et moi, on a une nouvelle. »« Vis maintenant. » Pascal lança un regard haineux à Henri. « Avec ce Richard, hein? Il vous achète avec son argent et vous oubliez votre famille. »« Tu n'es pas notre famille, » répondit Élodie, et la douleur dans sa voix était palpable malgré sa fermeté. « Une famille, ça protège, ça aime, ça prend soin. Toi, tu n'as jamais fait que nous faire peur et nous prendre le peu qu'on avait. » Ces mots d'une vérité crue semblèrent frapper Pascal comme une gifle. Pendant un instant, quelque chose comme de la honte passa sur son visage ravagé, puis la colère reprit le dessus. « C'est ce qu'il t'a dit de dire, ce sale bourgeois qui se croit meilleur que tout le monde, qui te remplit la tête d'idées contre ta propre famille. » Henri s'avança, protégeant instinctivement Élodie de son corps. « Monsieur Dubois, je comprends votre frustration,
Mais ce n'est ni le lieu ni la manière d'avoir cette conversation. Élodie et sa grand-mère sont ici en sécurité et par choix. Je vous suggère de partir. Maintenant, pendant que vous le pouvez encore dignement. Pascal eut un rire amer. La dignité? Qu'est-ce que vous en savez, vous, avec votre argent et votre grande maison? Vous croyez que vous pouvez acheter ma nièce comme un de vos jouets? De luxe? Personne n'achète personne, intervint la voix calme de Camille, qui descendait lentement l'escalier, soutenue par Marthe. Elle avait manifestement refusé de rester à l'écart. Pascal, ça suffit maintenant. Tu n'as aucun droit. Sur Élodie, ni légalement ni moralement. Tu n'as jamais voulu assumer la moindre responsabilité envers elle. Camille, commença Pascal, son ton changeant brusquement pour devenir presque suppliant, sois raisonnable. On est une famille. On devrait rester ensemble. Nous avons une nouvelle famille maintenant, répondit Camille, en rejoignant Henri et Élodie. Une famille qui nous respecte et nous protège. Cette déclaration sembla être la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le visage de Pascal se tordit de rage. Alors c'est comme ça? Vous me remplacez par ce type et son fric? On verra ce que la justice en pense quand je lui dirai qu'un millionnaire a kidnappé ma nièce. Henri fit un pas en avant, imperturbable face à la menace. La justice est justement ce que nous sollicitons, monsieur Dubois. Maître Fournier, ici présent, a déjà entamé les procédures pour que je devienne le tuteur légal d'Élodie, avec le consentement de sa grand-mère, qui est sa gardienne actuelle. Vos antécédents judiciaires, vos actes de violence envers elle et votre comportement d'aujourd'hui ne feront que renforcer notre dossier. Le son de sirène au loin indiquait l'approche des gendarmes. Les deux hommes qui accompagnaient Pascal, sentant que la situation tournait mal, commencèrent à reculer vers la sortie. « Oncle Pascal » dit doucement Élodie, s'avançant malgré la main protectrice d'Henri qui tentait de la retenir, « tu devrais partir maintenant. Je ne veux pas que tu aies encore des problèmes. » Cette gentillesse inattendue, cette préoccupation pour son bien-être malgré tout ce qu'il leur avait fait subir, sembla toucher Pascal plus profondément que toutes les menaces ou arguments. Pendant un instant, son masque de colère et d'amertume se fissura, révélant l'homme brisé et perdu qu'il était vraiment. « Tu ressembles tellement à ta mère, » murmura-t-il. Elle aussi était trop bonne pour ce monde. Puis, comme s'il réalisait soudain la situation sans issue dans laquelle il se trouvait, il recula vers la porte. « Je m'en vais, mais ce n'est pas fini. »« Si, c'est fini, » affirma Henri. « Si vous approchez encore d'Élodie ou de Camille, si vous tentez de les contacter ou de leur nuire de quelque façon que ce soit, les conséquences seront graves et immédiates. Je dispose des moyens et de la détermination nécessaires pour les protéger, quoi qu'il en coûte. » Le regard qu'échangèrent les deux hommes contenait tout ce qui n'était pas dit, la menace implicite, la promesse de protection à tout prix, la reconnaissance tacite que cette bataille était perdue pour Pascal. Sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit, suivi de ses deux acolytes. Quelques instants plus tard, les gendarmes arrivaient, trouvant Henri, Élodie et Camille unis dans une étreinte silencieuse au milieu du salon. Les jours suivants furent consacrés aux démarches administratives et juridiques. Maître Fournier, efficace et dévoué, accéléra autant que possible les procédures d'adoption, obtenant rapidement une ordonnance de protection pour Élodie et Camille contre Pascal. Le nouvel an approchait, apportant avec lui la promesse d'un nouveau départ. Henri avait décidé d'organiser une petite fête à la maison normande, invitant quelques amis proches et collègues, dont Laurent et même Mathieu, qui semblait avoir revu sa position après avoir été témoin de l'attachement sincère qui liait désormais Henri, Élodie et Camille. La veille du Nouvel An, alors que les préparatifs de la fête battèrent leur plein, Henri trouva Élodie dans la bibliothèque, contemplant pensivement l'album photo de sa famille qu'elle avait apporté de Paris. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Élodie hocha la tête, tournant une page où figurait une photo de sa mère, souriante et pleine de vie. « Je me demandais ce que maman penserait de tout ça, de vous, de notre nouvelle vie. » Henri observa la photo, reconnaissant dans les traits de la mère d'Élodie la même détermination, la même douceur qui caractérisait sa fille. « Je pense qu'elle serait heureuse de te voir en sécurité et aimée, » répondit-il. « C'est ce que tous les parents souhaitent pour leurs enfants. »« Et Juliette, qu'est-ce qu'elle penserait de moi ?» demanda Élodie, touchant du doigt la question qui, Henri le savait, la préoccupait depuis qu'il avait proposé de l'adopter. Henri sentit son cœur se serrer, mais pas de douleur cette fois, plutôt d'une douce mélancolie mêlée de gratitude. Juliette aurait adoré avoir une grande sœur comme toi. Elle aurait admiré ton courage, ton talent,
ta façon de prendre soin des autres. Et elle aurait été tellement excitée de partager ses jouets, ses livres, sa musique avec toi. » Ces mots semblèrent apaiser une inquiétude profonde chez Élodie. Elle referma doucement l'album et se tourna vers Henri. « Alors nous sommes vraiment une famille maintenant, vous, grand-mère et moi. »« Oui, Élodie, » confirma Henri, enlaçant ses épaules d'un geste affectueux. « Nous sommes une famille. Pas conventionnelle peut-être, mais une vraie famille, unie par quelque chose de plus fort que le sang, le choix. Nous avons choisi de nous appartenir les uns aux autres, de nous protéger, de nous aimer. Et c'est ce qui compte vraiment. » Élodie appuya sa tête contre l'épaule d'Henri, dans un geste de confiance et d'affection qui valait tous les mots du monde. « Je suis contente que vous m'ayez choisi, » murmura-t-elle. « Et moi, je suis reconnaissant chaque jour que tu m'aies choisi ce jour-là à Montmartre, » répondit Henri. « Tu m'as sauvé, Élodie, pas seulement de ces hommes, mais de moi-même, de ma solitude, de mon chagrin. » Ils restèrent ainsi un moment, savourant cette complicité nouvelle, cette relation père-fille qui se construisait jour après jour, fait de petits moments comme celui-ci. Le soir du Nouvel An, la maison normande resplendissait de lumière et résonnait de musique et de rire. Élodie, vêtue d'une jolie robe que Camille avait confectionnée spécialement pour l'occasion, évoluait parmi les invités avec une aisance surprenante, servant fièrement les petits fours qu'elle avait préparés sous la supervision de Marthe. Camille, installée dans un confortable fauteuil près de la cheminée, recevait les compliments des invités sur ses créations que plusieurs femmes portaient ce soir-là. Un col finement brodé, une écharpe aux motifs délicats, un sac du soir orné de perles minuscules. Peu avant minuit, Henri réunit tout le monde dans le grand salon. Le moment était venu d'officialiser ce qui, dans leur cœur, était déjà une réalité. « Mes amis, » commença-t-il, tenant Élodie par la main, « je vous ai réunis ce soir, non seulement pour célébrer la nouvelle année, mais aussi pour partager avec vous un moment important de ma vie. Comme vous le savez, j'ai traversé des épreuves difficiles ces dernières années. J'ai perdu ce qui m'était le plus cher et, pendant longtemps, j'ai cru que je ne retrouverais jamais le bonheur. » Il regarda Élodie avec tendresse. « Mais parfois, la vie nous réserve des surprises extraordinaires. Parfois, elle place sur notre chemin des personnes qui changent tout, qui nous rappellent que l'espoir et l'amour sont toujours possibles, même dans les moments les plus sombres. » Élodie lui sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Ce soir, je suis heureux de vous annoncer qu'Élodie Moreau deviendra officiellement ma fille au début de l'année. Les papiers d'adoption sont en cours, et bientôt nous formerons légalement ce que nous sommes déjà dans nos cœurs, une famille. » Des applaudissements chaleureux accueillirent à cette annonce. Même Mathieu, qui avait observé la transformation d'Henri ces derniers mois, semblait sincèrement touché. « Et bien sûr, » poursuivit Henri en se tournant vers Camille, « cette famille ne serait pas complète sans l'extraordinaire Madame Moreau, qui a élevé Élodie avec tant d'amour et de courage, et qui m'a fait l'honneur d'accepter de partager notre foyer. » Camille, émue aux larmes, inclina doucement la tête en signe de reconnaissance. Les 12 coups de minuit sonnèrent, accueillis par des exclamations joyeuses et des vœux échangés. Henri se pencha vers Élodie et murmura « Bonne année, ma fille ». Ces mots, prononcés pour la première fois, résonnèrent en Élodie comme la plus belle des musiques. « Bonne année, papa », répondit-elle, testant ce nouveau mot qui semblait à la fois étrange et parfaitement naturel sur ses lèvres. Dehors, des feux d'artifice illuminèrent le ciel, célébrant le début d'une nouvelle année, d'une nouvelle vie. Henri, Élodie et Camille les contemplaient depuis la terrasse, unis dans ce moment parfait où le passé douloureux s'effaçait enfin devant la promesse d'un avenir radieux. Dans les mois qui suivirent, leur nouvelle vie prit forme avec ses routines, ses joies et ses défis. Élodie poursuivait ses études et ses cours de pâtisserie, révélant chaque jour davantage son talent exceptionnel. Camille, dont la santé s'améliorait grâce aux soins et à la tranquillité, créait des pièces uniques pour la collection Héritage de Leroy Création, inspirée par la rencontre de la tradition et de l'innovation, du passé et du présent. Henri, quant à lui, retrouvait un équilibre qu'il croyait perdu à jamais. La maison normande, autrefois lieu de souvenirs douloureux, redevenait progressivement un foyer chaleureux où résonnaient les notes de piano d'Élodie, les conversations, animées lors des repas et parfois des éclats de rire qui auraient semblé impossibles quelques mois plus tôt. Le jour où l'adoption fut officiellement prononcée, ils célébrèrent simplement, juste tous les trois, dans le jardin fleuri de la propriété. Élodie, désormais Élodie Leroy-Moreau, elle avait tenu à garder le nom de sa famille d'origine, avait préparé un gâteau spécial qu'elle avait baptisé « Rencontre à Montmartre ».
un entremets aux couches multiples représentant les différentes étapes de leur histoire commune. La première couche est amère comme notre rencontre dans des circonstances difficiles, expliqua-t-elle en servant la première part à Henri. La deuxième est douce amère comme nos premiers moments ensemble, marqués par la